sur les pesticides. Alors, l'objectif de cette soirée, il est multiple. C'est de mieux appréhender ce que dit la science des effets des pesticides sur la santé humaine et planétaire, ce que peuvent faire les mutuelles et quelles actions de prévention sont possibles. Alors, peut-être quelques mots sur vous, docteur Perrineau. Bien sûr, vous pourrez compléter. Vous êtes médecin généraliste, président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides, association qui est née de l'appel lancé en mars 2013, dit Appel des médecins limousins, pour une réduction de l'usage des pesticides. Et moi, en tant que Corrézienne d'origine, j'ai pu participer à une conférence qui avait été organisée par la Mutualité française Limousine sur les perturbateurs endocriniens il y a presque 10 ans cela. Alors, votre association, aujourd'hui, elle poursuit son action d'origine sur l'ensemble du territoire national, avec comme objectif d'informer les populations de vos analyses, de promouvoir des mesures de protection de prévention des populations contre les pesticides, de contribuer à ce qu'une diminution effective de l'usage des pesticides soit entreprise. Alors, l'Association des mutuelles pour la santé planétaire s'inscrit dans la continuité des combats mutualistes passés, qui ont notamment contribué à obtenir l'interdiction de l'amiante dans un contexte de grande adversité. Alors, la mutualité, c'est un mouvement social issu de la société civile et les mutuelles s'engagent historiquement pour le progrès social, contribuent à l'intérêt général et participent à la construction de modèles de protection sociale durable. Alors, c'est une ambition qui est complexe à réaliser pour nous, mutualistes. Alors, tant la situation financière comme démocratique de notre pays est inédite. Pas de loi de finances ni de loi de financement de la sécurité sociale votée pour 2025. Un 7e ministre de la Santé sur le second quinquennat Macron et une matrice de pensée paramétrique et comptable. Alors, on est loin d'une réforme structurelle, telle une loi pluriannuelle de financement que revendique la mutualité française, qui permettrait d'avoir une visibilité à long terme sur les investissements dans notre système de santé. Alors, ce dernier, il fait face aujourd'hui à de nombreux défis, de nouvelles vulnérabilités, au premier rang desquelles le vieillissement de la population et son corollaire, le développement des maladies chroniques. Alors, ces nouvelles vulnérabilités, elles ont des conséquences fortes sur la hausse des dépenses de santé, qui augmentent désormais 2 fois plus que la richesse nationale. Alors, il est légitime, si toutefois on se posait la question, pour les mutuelles de vouloir apporter des réponses aux risques liés aux dérèglements environnementaux, afin d'assurer la soutenabilité d'un modèle de protection solidaire, un modèle solidaire, de protection sociale. Alors, l'Association des mutuelles pour la santé planétaire, elle aborde, je dirais, de manière militante, activiste, la question écologique actuelle. Elle plaide pour faire cesser l'empoisonnement aux pesticides induit par un système agroalimentaire actuel et milite en faveur de toutes les pratiques agricoles responsables, souvent inspirées de l'agriculture biologique, rassemblées sous le terme d'agroécologie. Alors, le lien entre épidémie de maladies chroniques et pesticides est désormais documenté, notamment à travers 2 rapports produits par l'INSERM en 2013 et puis un plus récent en 2021. Et puis cette littérature sur le lien entre pesticides et maladies chroniques s'étoffe. Il y a quelques jours, dans Le Monde, on a pu lire un article sur les travaux d'une équipe française qui a établi pour la première fois sur le territoire métropolitain un lien entre répartition géographique du risque de contracter un cancer du pancréas et l'utilisation locale de pesticides. Ce cancer, une des pathologies cancéreuses les plus redoutables, voit son incidence progresser rapidement dans de nombreux pays et notamment en France. Ces travaux s'inscrivent dans la lignée de publications récentes qui mettent en évidence des liens entre l'exposition environnementale aux pesticides et des effets délétères à l'échelle des territoires. Alors, une littérature qui progresse aussi en matière de sécurité sanitaire et notamment dans les services de l'État. Il y a quelques mois, un rapport produit par 3 inspections générales de 3 ministères, santé, agriculture et transition écologique, pointe, je cite, l'échec total de la protection de l'eau potable. Ce rapport a été remis en mai dernier au précédent gouvernement, mais n'a jamais été publié. Il a été dévoilé dans le média en ligne Contexte. Il préconise plusieurs mesures pour protéger les captages d'eau. Aucune encore n'a été mise en œuvre, ni prise en compte dans le précédent projet de budget 2025. À voir ce qui se passera là, dans le cadre des discussions à l'Assemblée nationale. Alors, ce rapport, il dénonce le mauvais état des ressources hydriques françaises et la dégradation générale de la qualité de l'eau potable pour cause de contamination généralisée par les pesticides. Le rapport pointe des lacunes dans la réglementation, un cadre communautaire flou et l'enchevêtrement de responsabilités entre les agences régionales de santé, les agences de l'eau et les distributeurs et les collectivités locales. Alors, voici quelques mots introductifs sur un sujet de santé publique majeur. Je laisse désormais la parole aux experts. Bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup pour ces mots d'introduction, Madame Bonnel. Donc, je m'appelle Martin Riosec-Fournier et je suis très heureux que les mutuelles pour la santé planétaire, eh bien, ce soir, soient dans les locaux de la MGN pour cette deuxième rencontre inspirante. Pour compléter ce qui a été dit, vous dire que par rapport au danger des pesticides, c'était déjà connu il y a bien longtemps. En 1962, il y a un livre qui s'appelle Printemps silencieux qui a été écrit par Rachel Carson, une scientifique américaine, et que depuis 60 ans, il y a une prise de conscience qui a eu lieu. Mais aujourd'hui, c'est quelque part, nous pensons, le temps des solutions au niveau des mutuelles pour la santé planétaire, parce qu'il y a une accumulation de données scientifiques qui nous disent qu'il est important et nécessaire d'agir. Je voulais juste vous partager que cette deuxième rencontre inspirante s'inscrit dans un cycle plus vaste. Il y aura des rencontres inspirantes une fois par mois, donc pour toute l'année 2025. La prochaine aura lieu à la FMF le 3 février, puis le 31 mars à la Mutualité française et le 7 avril au groupe Vive. À chaque fois, l'idée, c'est de faire intervenir les meilleurs dans leur domaine. Et donc, on est vraiment très heureux que ce soir, Pierre-Michel Perrineau puisse donner le regard des médecins sur ce sujet. Et je terminerai aussi en vous remerciant la MGN d'avoir été présent à Bruxelles le 5 décembre dernier, où vous avez contribué à des réflexions stratégiques pour les 3 prochaines années au niveau européen. Vous avez aussi été présent à Lyon le 9 octobre, où on avait fait venir un responsable de l'ONU sur ces sujets. Est-ce que l'agroécologie peut-elle nourrir l'humanité? C'était notamment eh bien, le thème de son intervention. Et enfin, vous étiez aussi présent au Parlement européen, où nous avons eu un colloque en avril dernier sur les liens entre les scandales de l'amiante et l'empoisonnement aux pesticides, quelles causes communes et quelles solutions. Donc un grand merci à vous, bonne réunion et merci beaucoup Pierre-Michel d'avoir eh bien, bravé les aléas de la SNCF et être venu en blablacar, presque une ovation, je trouve que ça pourrait... parce que tu avais quand même quelques heures de blablacar, donc merci d'être là. Merci à vous pour votre invitation. Effectivement, ça a été un peu chaud pour venir, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, je m'appelle Pierre-Michel Perrineau, je suis médecin généraliste et depuis une dizaine d'années, le président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas composé que de médecins, mais également de sages-femmes, d'infirmiers et d'infirmières, et de quelques pharmaciens. Voilà. Euh, Comme ça a été rappelé, enfin, comme vous avez très bien rappelé en fait les débuts de notre association, je ne vais pas revenir dessus pour essayer de... Il faut que je le mette par là. D'accord. Pour gagner un peu de temps. Ah, d'accord. Ok, merci. Et je vais commencer, enfin, je vais débuter tout de suite par le... voilà. Donc, l'alerte des médecins sur les pesticides fait aussi partie de la coalition Secret Toxique, qui est une coalition d'associations, on est un peu plus de 80, pour agir là cette fois-ci directement sur les questions de réglementation. Mais ça ne va pas être mon sujet ce soir. Donc, de quoi allons-nous parler? Bien, vous l'avez dit, en gros, moi je vais vous expliquer ce que dit la science des effets des pesticides. C'est important à savoir. Euh, et ensuite, pour ne pas vous laisser sur des impressions qui pourraient être désagréables, je vais vous proposer une action de prévention dans l'esprit One Health. Et je pensais que la partie débat pourrait être consacrée à quelle place les mutuelles pourraient-elles envisager dans un tel processus. Voilà. Alors, que dit la science des pesticides? Avant de rentrer dans les détails, il faut se souvenir qu'en début d'année 2024, à la suite de la crise agricole, le gouvernement a pris des décisions un peu radicales en stoppant le plan Ecophyto, en le mettant en pause, ce qui en soi n'était pas forcément dramatique vu qu'il n'avait pas donné des effets considérables, mais il instaurait au moins un espace de dialogue et un cadre qui stipulait qu'effectivement, la société devait aller vers une diminution de l'usage des pesticides. Donc, mise en pause de ce plan, et depuis, des projets de loi, alors Duplon et celui de la FNSEA, vont exactement dans le même sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pause et les tentatives législatives actuelles reposent sur une mise à l'écart des données scientifiques. Alors, je vais vous les présenter, mais pour moi, c'est ça, c'est le fond de ce qui s'est passé au début de l'année dernière, c'était ça. Alors, quelles sont ces données? Eh bien, ces données sont pourtant très abondantes
Et on va se contenter de deux approches, deux expertises collectives. Pourquoi? Parce que, en fait, une expertise collective, c'est quoi? Bien, vous rassemblez 15 scientifiques de compétences différentes, des épidémiologistes, des zoologistes, des biologistes, etc. Des gens qui ont des cancérologues, etc. Des gens qui ont des compétences différentes. Et vous faites une analyse complète de la littérature du domaine. Et donc, on a deux experts. Donc, c'est bien plus que la dernière étude pendue le mois dernier qui vous dit que. Je veux dire, là, l'idée, c'est de mettre toutes les études en perspective. Et ça, c'est quand même intéressant. Puisqu'en science, vous savez bien que rien n'est jamais acquis pour toujours. Euh, une étude peut contredire les autres. Mais après, il faut une vision d'ensemble. C'est ce que permettent les expertises collectives. Donc, il y en a deux. Une qui a été faite en 2022 par l'INRAE et Ifremer, et l'autre, comme vous l'avez dit, en 2013 puis en 2021 par l'INSERM. On va commencer par celle de l'INRAE. Celle de l'INRAE, son sujet, c'était pesticides et impact sur la biodiversité. Alors la biodiversité, il faut peut-être un peu la définir. Elle a été définie, c'est pas d'hier, hein, ça date de 1992. Tout ce qu'on va évoquer ce soir, d'ailleurs, sont toutes des notions qui sont largement dans le circuit scientifique depuis 30 ou 50 ans. Hein. Donc, elle se définit comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Ça comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Autrement dit, c'est plus que la collection d'espèces animales et végétales, ça recouvre toutes les relations du monde vivant avec des relations, des formes du vivant entre elles et avec leur environnement. Et donc, que dit l'INRA? Elle dit en gros qu'on vit la 6e extinction de masse. Elle ne le dit pas comme ça, mais je pourrais ajouter et que tout le monde s'en fout. C'est à peu près ça qui résume le rapport INRAE. Un monsieur qui s'appelle Gilles Boeuf, qui était le ministre de la Recherche, n'importe quoi, c'est parce que je viens de voir marquer la recherche, qui était le directeur du Muséum national d'histoire naturelle pendant une dizaine d'années, il ne l'est plus, avait écrit dans La Recherche en 2020 la situation actuelle diffère des grandes extinctions du passé, à la fois parce qu'elle est provoquée par les activités humaines et que l'effondrement se produit à une vitesse extrêmement rapide. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à une manifestation qu'on avait faite devant le muséum, justement, avec des scientifiques. Et en gros, perte de 30% des populations d'oiseaux agricoles en 30 ans, ça c'est pour les pays, en France par exemple. 40% des insectes dans le monde sont menacés d'extinction. Plus d'1 million d'espèces en danger d'extinction d'oiseaux. Effondrement de 80% des populations d'insectes en 30 ans. Une plante sur 5 menacée d'extinction. Bon, si on rentre dans les détails, mais est-ce qu'il faut le faire? J'en cite quelques-uns qui ne sont pas cités d'habitude. Les poissons, 33% des stocks sont pêchés à des taux non soutenables, 60% sont pêchés à des taux proches du maximum durable. Les amphibiens sont le groupe de vertébrés dont les populations déclinent le plus vite, avec 41% d'espèces menacées d'extinction. Les oiseaux, on y reviendra tout à l'heure. Les insectes, au rythme de déclin actuel, 40% des espèces d'insectes pourraient être amenées à disparaître dans les prochaines décennies. Et la végétation, alors qu'on étudie à peine 5% des espèces, il y en a 22% qui sont menacées et 8% en voie d'être menacées. Donc on est à 30% d'espèces végétales en difficulté sur des échantillons qui sont quand même assez faibles. Alors quel est le rôle des pesticides dans cet effondrement? Parce que vous pourriez me dire, bon, ça c'est la situation globale, générale, mais ce n'est pas le propre des pesticides. Alors que dit l'INRAE? L'INRAE dit que d'abord, les pesticides ont contaminé tous les milieux. Les sols, l'air, la flotte, vous l'avez dit, ils sont présents partout, y compris dans le biote qui habite ces différents milieux. Ensuite, tous les niveaux d'organisation biologique sont touchés, des insectes aux mammifères. Mais je vais y revenir. Une petite. Et il y a une implication majeure des pesticides dans le déclin de certains groupes, comme les invertébrés terrestres et aquatiques, les oiseaux et les chiroptères et les amphibiens.
On trouve dans le rapport de l'INRAE cette diapo qui illustre le fait que tous les niveaux d'organisation biologique sont touchés. Vous le voyez en bas, les plantes et champignons, insectes et autres vertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Je ne recommence pas. Mais quand j'ai le temps, c'est pour expliquer que dans cette diapo, il y a des choses qui sont certaines, d'autres qui sont plus on va vers la droite de l'écran, plus c'est difficile à mettre en évidence, c'est-à-dire les effets sur les écosystèmes. Et je voulais aussi, j'insiste en général sur le fait que les 5 premières catégories sont toutes touchées par la perturbation endocrinienne. Donc, et on va y revenir tout à l'heure pour ce qui est des effets sur la santé humaine. Mais là, on est sur les effets sur la biodiversité, et je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est les mêmes mécanismes, hein. Donc, prenons garde à ce qui se passe là. Par exemple, sur les oiseaux, vous voyez que là, ce sont les espèces d'oiseaux communs spécialistes. Dans les milieux forestiers, ça diminue peu. Et en revanche, dans les milieux agricoles, moins 36%. Il y a une baisse des oiseaux spécialistes, c'est ennuyeux parce que vous pourriez me dire, mais certes, mais parallèlement, les oiseaux généralistes, ils ont augmenté de 19%. C'est vrai. Sauf que ça, c'est une forme d'homogénéisation des espèces. Et ça, c'est une autre facette de la biodiversité, c'est-à-dire la perte de diversité d'espèces. En 30 ans, près de 80% des insectes auraient disparu en Europe. Vous pouvez enlever le aurait, ça c'est un article de 2017. Oui, 2017, c'est ça. Depuis, il y a une dizaine d'études qui vont exactement dans le même sens. 80% de la biomasse des insectes volants, ici, c'est une étude allemande faite sur des sites Natura 2000, donc a priori protégés, mais parfois très proches de cultures conventionnelles. Donc, c'est des chiffres qui devraient nous interpeller. Et j'ai voulu vous donner, avant de clore cette partie-là, vous donner un exemple qui a été fait par l'équipe du CNRS de Chizé. Ça, c'est pas très loin de chez moi, c'est dans les Deux-Sèvres. Le CNRS de Chizé, il est sur ce qu'il appelle la zone atelier. C'est une zone en grande culture céréalière, comme vous le voyez sur la diapo, sur laquelle, donc en situation, je dirais, normale, ils observent ce qu'il se passe au niveau des oiseaux, au niveau des insectes et de plus en plus au niveau des humains. Et donc, qu'est-ce qu'ils observent en termes de... Ils observent en fait, sur donc, plus de 25 ans, une baisse de 35% en moyenne des oiseaux. Ça, on revient toujours sur les mêmes chiffres, avec certains groupes qui sont plus touchés que d'autres. La perdrix rouge, moins 80%, la perdrix grise, moins 90%. Un déclin des insectes tout aussi massif. Ils ont montré qu'il y avait une baisse de 80% des carabes. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'insectes volants. Là, ce sont des insectes rampants. Ça veut dire que ce n'est pas propre à une catégorie d'insectes. C'est malheureusement quelque chose qui paraît assez général. Des abeilles, bien sûr, mais ça, c'est connu. Et il y a une tendance identique pour la flore et les petits mammifères, en particulier les campagnols, qui servent de nourriture à certains oiseaux. Le fait que ce déclin touche toute la faune et la flore signifie qu'il existe une cause principale, c'est l'intensification de l'agriculture via 2 grands leviers, les pesticides et la simplification des paysages qui privent les espèces de la mosaïque d'habitat à laquelle elles sont inféodées. Ça, c'est le point de vue de Vincent Bretagnol dans la recherche en 2020. Vincent Bretagnol, c'est le responsable de l'unité CNRS de Chizé. Ça, c'était pour la partie effets sur la biodiversité. Et maintenant, on va passer aux effets sur la santé. Excusez-moi si je vais un peu vite, mais j'ai l'impression qu'il faut un petit peu rattraper le temps perdu. Avant de vous parler de l'expertise INSERM, je voudrais juste vous dire, donner 2-3 indications. L'INSERM, ils ne sont pas contentés de passer en revue les études. Ils ont, et les liens entre tels... En fait, ce que recherche un épidémiologiste, il va rechercher des liens entre une exposition, là, aux pesticides, et une maladie. Et vous me direz, certes, mais c'est une association statistique et il y a plein de biais, plein d'autres raisons que les pesticides qui peuvent expliquer cette association, et c'est parfaitement juste. Et donc, il y a un boulot spécifique aux épidémiologistes qui est d'introduire dans les études des moyens statistiques d'éliminer, par exemple, l'effet du tabac, l'effet du vieillissement, l'effet de l'obésité, des choses comme ça. Et puis,
il y a le fait de croiser différentes études. Quand une étude sur les liens entre les pesticides et la santé est faite, par exemple aux États-Unis ou en France, ou en Europe, pardon, ou en France, ce ne sont pas les mêmes pesticides qui sont utilisés. Donc c'est bien quand vous voyez un effet de le comparer avec ce qui est fait dans une autre région géographique. Donc ce qu'a fait l'INSERM là, c'est une compilation des études mondiales, pas françaises, mondiales, croisées avec des études toxicologiques, complémentées d'études toxicologiques. Là, on est sur l'animal. Et donc, en gros, ils ont en fait fait une graduation du niveau de preuve. Fort, ça sera les petits rectangles rouges. Moyen, c'est le rectangle marron. Et jaune, c'est faible. En fait, vous pouvez traduire ça donc en niveau de preuve, c'est-à-dire rectangle rouge, le niveau de preuve maximal pour l'INSERM, une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une compilation d'études suffisamment bien foutues pour que justement on puisse les compiler, sinon on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas simplement dire il y a une association entre ça et ça, c'est de dire le niveau de preuve est solide. Donc qu'est-ce qu'il prouve? Alors là, paniquez pas, vous allez voir... Ah oui, alors il y a un petit rectangle qui n'est pas où il faut. Alors, je vais expliquer 2 secondes. Là, vous avez une liste de maladies sur la colonne grise. Ne regardez pas ça pour l'instant. Cette colonne-là, c'est l'expertise d'INSERM de 2013. Elle avait mis en évidence des liens entre ces maladies-là et l'exposition aux pesticides, avec un niveau de preuve fort pour les 4 premières, moyen ici et faible en bas. Faible, ça ne signifie pas qu'il ne se passe rien, hein, que c'est sans doute pas bien grave. C'est juste le niveau de preuve. Et vous voyez que dans la dernière colonne, là, c'est l'expertise 2021. Le niveau faible pour les troubles anxio-dépressifs, il est passé à moyen. Et pour les tumeurs cérébrales, il a pris le même chemin. En revanche, on ne voit... Mince, pardon, excusez-moi. Toc. Ouh là là. En revanche, on ne voit aucune pathologie qui aurait été dégradée, entre guillemets. C'est-à-dire que la deuxième expertise a confirmé toutes les conclusions de la première. Et vous voyez que sont concernés par contre par des tableaux de maladies professionnelles depuis 2012, 4 pathologies, la maladie de Parkinson, le lymphome non-hodgkinien, le myélome multiple, ça ce sont 2 cancers du sang, et le cancer de la prostate de façon... Alors depuis 2012 pour Parkinson, mais les autres, ça arrivait plus tard. Et un certain nombre de pathologies, comme les leucémies, troubles cognitifs, Alzheimer, impact sur la fertilité, ont un niveau de preuve plus faible, mais les troubles cognitifs, alors les troubles cognitifs, c'est les troubles du raisonnement, de la mémoire, etc., ils sont considérés comme des troubles qui annoncent des maladies d'Alzheimer. Donc vous voyez que là, le niveau de preuve s'est consolidé, puisque maintenant, c'est admis que les pesticides sont en cause, enfin que les troubles cognitifs sont bien en rapport avec les pesticides par un usage professionnel. Dans l'expertise du INSERM, on est dans l'usage professionnel. OK ? Mais l'expertise 2021 a malheureusement trouvé d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux pesticides. Ce sont des cancers, cancer du rein, de la vessie, sarcome des tissus mous, et des troubles respiratoires comme la bronchite, le BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est classiquement liée au tabac, mais non, elle n'est pas liée qu'au tabac, elle n'est pas liée qu'aux poussières agricoles, elle n'est pas liée qu'au virus, elle est aussi liée à l'exposition à des produits toxiques comme les pesticides. Et là, avec un niveau de preuve fort, on n'est pas dans la discussion. L'hypothyroïdie également. L'INSERM a également regardé en 2013 et en 2021 ce qu'il arrivait aux enfants, les enfants de professionnels qui ont été exposés dans le ventre de leur maman. Et malheureusement, on retrouve 3 pathologies pour lesquelles on a un niveau de preuve fort, les leucémies après exposition maternelle, les tumeurs du système nerveux central et les malformations congénitales. Vous voyez que là aussi, tout a été confirmé. Il y a un point nouveau qui est que on retrouve des leucémies par exposition paternelle en période préconceptionnelle. Donc ça, c'est quand même relativement original, mais on avait la même chose pour les tumeurs du système nerveux central. C'était bien les parents, l'exposition des parents. C'est assez logique puisqu'il faut quand même 2 gamètes. Non, ça ne veut pas aller plus loin. Attendez. Oui, on a été trop loin. Ce dont je viens de vous parler, ce sont les professionnels. En 2021, l'INSERM a pu compléter son expertise des effets sur la population générale.
Ça veut dire qu'en 2013, personne ne s'en souciait, il n'y avait pas de littérature. Enfin, très peu, pas de quoi conclure, pas de quoi étayer des preuves. En 2021, c'est différent. Vous voyez que le cancer de la prostate est à un niveau de preuve fort pour ce qui est de l'imprégnation par le chlordécone aux Antilles de l'ensemble des populations. Hein, c'est 99% de la population des Antilles qui est contaminée par le chlordécone. Avec un niveau de preuve fort pour le cancer de la prostate, sans qu'il y ait pour autant des mesures très fortes de mise en œuvre. Cancer du sein et DDT, ça concerne donc des populations qui ont pu être exposées au DDT, mais ça ne concerne, donc ça concerne plus grand monde maintenant, c'est fini, hein, le DDT est heureusement retiré. Par contre, les petits-enfants qui, eux, n'ont pas été exposés, mais les petits-enfants des mères exposées au DDT ont des soucis. Donc, ça illustre un autre phénomène, qui est le fait que ça ne s'arrête pas forcément à la personne exposée, et pas forcément non plus à la génération qui suit. Parfois, pas toujours. Et vous voyez qu'en fait, on retrouve un peu les mêmes choses. Les méningiomes, ce sont des tumeurs cérébrales, bénignes pour les, pour les médecins, mais pas pour les patients, parce qu'avoir une tumeur bénigne qui grossit dans la tête, vous imaginez les conséquences, quoi. C'est évidemment complexe. Et d'un point de vue à vivre, c'est pas très sympathique. Cancer de la vessie, Parkinson, on l'a déjà dit, endométriose et hypothyroïdie. Et l'expertise INSERM a également, dites donc, il est nerveux, l'expertise INSERM s'est également intéressée aux effets chez les enfants, et on retrouve après exposition, alors là, on est toujours, j'insiste, avec la population générale, en exposition pendant la grossesse, exposition domestique. Alors domestique à quoi? Eh bien, sur ces études-là, ce sont deux sortes de choses. Ce sont les produits répulsifs, les insecticides, pardon, qu'on va utiliser à domicile. Et puis, non, ça ne concerne pas, excusez-moi, non, que l'usage domestique de pesticides, qui est toujours à l'œuvre, hein, qui n'est pas interdit du tout. Si vous allez dans n'importe quelle moyenne surface, vous pouvez. Pardon? Oui, alors le Bégon, oui, la marque existe toujours, mais Bégon vendait des pyrétrinoïdes. J'aurai l'occasion de vous les distinguer tout à l'heure. Vous allez dans n'importe quelle petite surface, vous cherchez un insecticide, vous regardez bien, ça finira par métrine, la famille des pyrétrinoïdes. Donc, leucémie, tumeur du système nerveux central, par simple exposition domestique aux pesticides. Et exposition résidentielle, vous voyez que j'ai marqué là étude GeoCap. L'étude GeoCap, c'est une étude qui est parue après l'expertise INSERM, qui a été faite en région viticole. Oui, en région viticole. Et qui montre quoi? De façon simple, elle montre que dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile d'un enfant, vous avez une augmentation de 10% de la surface agricole utile en vigne, vous avez une augmentation du risque de leucémie de l'enfant de 5 à 10% également. Donc ça a été obtenu par notre association, un peu de haute lutte, parce que le ministère de la Santé avait négligé les premiers signes évocateurs de ces risques de leucémie. Donc ça, c'était chez les enfants. Chez les enfants, ce n'est pas fini. Chez les enfants, il y a un vaste tableau qui est aussi le tableau des troubles du neurodéveloppement. Alors, c'est un peu complexe, mais en gros, vous avez 3 types de choses: des altérations des capacités motrices, cognitives et sensorielles. Ici, les troubles évocateurs du spectre autistique. Et ici, les troubles du comportement de type internalisé, c'est-à-dire anxiété ou dépression, par exemple. Et vous avez des carrés rouges qui concernent l'exposition pendant la grossesse aux organophosphorés. Ça, c'est une variété d'insecticides qui a été progressivement retirée et remplacée par les pyrétrinoïdes. Pas de bol, les pyrétrinoïdes, ils ont aussi un rectangle rouge pour les troubles du comportement. Ils entraînent d'autres troubles du comportement. Les pyrétrinoïdes, c'est le bégon dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, vous avez 2 carrés marrons, là, exposition résidentielle aux pesticides de façon générale pendant la grossesse, avec ces altérations des capacités motrices, et également avec ce type de troubles du spectre autistique pour les organophosphorés, et l'exposition résidentielle étant, on va dire, avec un niveau de preuve plus faible, puisqu'on dispose essentiellement d'études américaines. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes pesticides. Il y a, par exemple,
très peu de fongicides chez eux, alors qu'il y en a beaucoup chez nous. Enfin bon. Alors, avant d'aller voir un peu plus loin, je voulais faire une petite série de remarques. Un lien, ça ne signifie pas que toutes les leucémies chez l'enfant s'expliquent par les pesticides, on est bien d'accord. Ce sont des maladies complexes, multifactorielles. Donc les études épidémiologiques, elles identifient des facteurs qui augmentent le risque. Et ces pathologies sont toutes multifactorielles. Et un facteur n'est ni nécessaire ni suffisant. L'exemple, c'est le tabac. Il n'est pas absolument nécessaire de fumer pour avoir un cancer du poumon. Heureusement, c'est accessible à tout le monde et remboursé par la sécurité sociale. Mais ça n'est pas non plus suffisant. Il y a des fumeurs qui n'ont pas de cancer du poumon. Donc, voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est la part des pesticides dans chacune de ces maladies chroniques. On ne sait pas si ça représente 50%, 10%, on n'en sait rien. Ce que l'INSERM n'a pas évalué, ce sont les troubles métaboliques, le surpoids, l'obésité, le diabète. Et on verra qu'avec les perturbateurs endocriniens, c'est un problème. Oui. Est-il pour autant possible d'affirmer des causalités en santé environnementale? Alors ça, c'est un vaste sujet. Et je vous dirais oui, à condition, s'il y a une conjonction d'approches épidémiologiques, c'est ce qu'a fait l'INSERM en rassemblant de la littérature épidémiologique, toxicologique, c'est le fait d'aller dans des conditions expérimentales sur l'animal expérimenté tel pesticide et pas tel autre, ou in vitro, c'est-à-dire sur des cellules également, regarder si on peut mettre en évidence des mécanismes d'action et vérifier ensuite si ces mécanismes d'action sont plausibles chez l'homme, ce qui est dans l'immense majorité des cas le cas. Et donc, c'est la méthode scientifique utilisée par le CIRC. Le CIRC, c'est le Centre international de recherche contre le cancer. C'est un organisme affilié à l'OMS qui siège à Lyon. C'est lui notamment qui a déclaré que le cancérigène était que le glyphosate était un cancérigène probable, excusez-moi. Et donc, c'est par une expertise collective, comme l'INSERM, faisant le tour de toute la littérature épidémiologique, toxicologique et mécanisme d'action. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est dans le viseur de l'agrochimie depuis qu'il a dit ça. Voilà. Alors, oula. Attendez, je reviens à la diapo précédente. Ce que je viens de vous décrire, ce sont les effets chez les pros. Ensuite, les effets dans la population générale. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être quand même de savoir quel est le rôle de l'alimentation. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord là-dessus. L'alimentation semble bien le vecteur principal de la contamination de nos organismes par les pesticides. Il y a des exceptions, c'est-à-dire des gens qui vont vivre dans un environnement un peu chargé, comme par exemple à proximité des vignes. Je l'ai dit pour les enfants avec l'étude Géocap, il y a sûrement là il faut peut-être relativiser un petit peu. Mais pour la population générale, c'est l'alimentation le vecteur principal. Donc l'INSERM, ça c'est en dehors de l'expertise collective, s'est aussi intéressé au lien entre l'alimentation et les humains, sous un autre angle, sous l'angle est-ce que l'alimentation bio prévient certaines maladies? Alors d'abord, l'alimentation bio, elle fait une chose qui nous intéresse, nous, c'est de réduire l'exposition aux pesticides. C'est-à-dire qu'on a montré qu'en mangeant des aliments bio, eh bien, les humains, petit à petit, voyaient leur taux de pesticides baisser dans leurs urines et pour certains, disparaître quasiment. Donc ça, c'est important. Ça permet d'éliminer, de ne plus se recontaminer et donc de permettre pour des molécules d'élimination rapide leur élimination de nos organismes. Mais surtout, la consommation régulière d'aliments biologiques, alors régulière. Dans les études de l'INSERM, il y en a plusieurs, hein, là je vous ai mis un seul papier, mais il y a plein d'études, il y a une quinzaine d'études publiées internationalement. Dans les études de l'INSERM, consommation régulière, c'est plus de 70% d'alimentation bio dans son régime. Donc dans leurs études, ils ont comparé des gens qui mangeaient presque exclusivement bio avec des gens qui ne mangent pas bio, ou très peu, ou exceptionnellement, grâce au suivi d'une cohorte qui est la cohorte Nutrinet, qui est fait, il me semble que la MGEN n'est pas pour rien dans cette cohorte, il me semble bien, sauf si je dis une bêtise.
Et là, il a été démontré que la consommation régulière d'alimentation biologique est associée à un risque réduit d'obésité, de diabète de type 2, de cancer du sein post-ménopause et de lymphome non-Hodgkinien. Vous retrouvez le lymphome dont on parlait chez les professionnels tout à l'heure. Les autres risques n'ont pas été évoqués, obésité et diabète de type 2, je vous l'ai dit, l'INSERM n'avait pas investigué ça. Donc, on a ce tableau général d'exposition chez les pros, enfin de conséquences chez les professionnels, conséquences dans la population générale, sans oublier les enfants, et de l'intérêt de l'alimentation bio. Alors, si ça veut changer. Donc, en conclusion de tout ça, je dirais que les impacts sur la biodiversité et les humains doivent questionner le modèle agricole productiviste, mais aussi la méthode d'évaluation des pesticides. Je cite ça pour dire que ce sont deux sujets que je ne vais pas aborder ce soir. Il nous faudrait un peu plus de temps. Ça pourrait être long. Et ce n'est pas mon sujet, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier ça. Voilà. Alors, et là, je passe à une devinette. À votre avis, quel est le rapport entre tout ça, le printemps silencieux que quelqu'un a évoqué tout à l'heure, de Rachel Carson? Le printemps silencieux, c'est le livre écrit donc, par cette biologiste en 1962 et qui avait investigué la disparition des oiseaux et notamment de l'aigle aux États-Unis et montré que c'était lié à des effets du DDT sur l'incubation des œufs. Donc, quel rapport entre ça, entre la féminisation des alligators par la pollution d'un lac au dicophol, qui est un autre organochloré, la masculinisation des gastéropodes marins, encore un autre organochloré, le tributylétain. Donc, ça, c'est plutôt des vieux produits, on dirait. Le drame du distilbène, ça concerne les humains. Et puis ma profession, le distilbène, c'est un médicament qui a été prescrit entre les années 50 et fin des années 70 aux femmes pour prévenir les fausses couches. Je m'empresse d'ajouter, avant d'oublier, que dès 1954, on savait que c'était inefficace. Mais ça, c'est un phénomène courant en matière d'utilisation des médicaments. Là aussi, on s'appuie sur les preuves disponibles. On savait que c'était inefficace. On a continué à l'utiliser une dizaine d'années de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien sur les mères qui l'ont utilisé. Des cancers du vagin, des malformations congénitales et des troubles de la grossesse, avec des grossesses extra-utérines, des fausses couches en pagaille dans la première génération pour les jeunes filles. Pour les petits garçons, un triplement des cancers du testicule. Et puis, ça a continué à la génération suivante. On en est donc aux petits-enfants qui sont concernés par d'autres troubles, des troubles du développement. J'ai un trou de mémoire sur le moment. Des troubles cardiovasculaires qui n'apparaissent pas aux deux autres étages. Bref, c'est une histoire là aussi qui se continue sur les générations. On est en présence d'un perturbateur endocrinien. Et dans le lac Michigan, il a été montré une baisse du quotient intellectuel chez les enfants de mères qui consommaient des poissons qui bioaccumulaient les toxiques, en particulier les PCB. Les PCB, c'est issu des isolants qui étaient mis dans c'est des isolants électriques qui étaient utilisés dans les compteurs, dans des choses comme ça. Et ce qui est intéressant dans l'exemple du lac Michigan, c'est que la flotte était exempte de PCB. Il n'y avait plus rien dans l'eau. Donc tout le monde avait dit nickel. Sauf que les petits poissons avaient mangé le plancton du fond, s'étaient fait bouffer par des moyens poissons qui s'étaient fait manger par des gros poissons qui avaient bioaccumulé les PCB. Et l'humain est contaminé dans ce cas-là en mangeant, parce qu'il mange les plus gros poissons du lac. Et donc, le dernier bouquin, c'est L'homme en voie de disparition. C'est Theo Colborn. Theo Colborn, c'est une biologiste qui a dénommé ces produits des perturbateurs endocriniens en 1991. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les premiers effets, ils ont été vus sur la faune dès les années 50 par des biologistes. Les premières publications scientifiques, elles datent des années 70. Et l'interdiction la définition des perturbateurs endocriniens en Europe, pour peut-être les interdire, date de 2017.
Donc on va à fond, hein. C'est un sujet qui est mobilisateur et qui... Voilà. Donc le point commun entre tout ça, c'est la notion de perturbation endocrinienne qui est évoquée dans tous les cas. Donc je vais vous dire quelques mots de la perturbation endocrinienne. De quoi s'agit-il? Alors, ce sont des substances qui perturbent le fonctionnement de nos hormones, tout simplement. Et nos hormones, c'est quoi? Ce sont des substances qui servent à réguler un certain nombre de fonctions dans nos organismes. Elles sont produites la plupart du temps par des glandes. La première qui n'en est pas une, l'hypothalamus dans notre cerveau, ensuite l'hypophyse, la thyroïde par exemple, le pancréas pour l'insuline, les ovaires, les testicules, les surrénales, enfin bref, un certain nombre d'organes qui vont produire ces fameuses hormones. Euh, attendez, hop là, non, c'est pas le bon. Pour un petit effort, toujours pas. Voilà. Avec ces hormones, c'est pas la dose qui fait le poison, mais le moment d'exposition. En fait, quand on parle perturbateur endocrinien, faut oublier un peu les toxiques qui agissent en fonction de la dose. Il faut se dire qu'une hormone, c'est présent à certains moments, ça ne l'est plus à d'autres moments. En fonction de sa dose, elle va avoir des effets. Elle peut avoir un effet à très faible dose, justement, un effet à forte dose, c'est le cas des estrogènes. Enfin bon, c'est la modulation des effets des hormones qui introduit leur action. Donc, perturber leur action, c'est pas forcément avec des doses fortes, ça peut être avec des toutes petites doses. Et il faut savoir que les hormones, elles agissent déjà dans vos organismes à toutes petites doses. Des estrogènes, chez la femme, c'est une toute petite pincée de sel dans une piscine olympique. Ça fait pas gros, hein. Donc ça se mesure même très, très normalement et de façon courante chez tous les individus. Et c'est la perturbation de ça par des substances qui agissent au même type de dose qui pose des problèmes. Donc c'est un défi pour la toxicologie. Les effets sont en général différés, voire dans la génération suivante. Ce sont les effets du distilbène dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des possibilités d'effets cocktail, c'est-à-dire 1 + 1 = 3. C'est-à-dire là où vous attendiez pas à avoir des effets, vous en avez, avec deux substances qui n'en avaient pas. Et ce sont des substances surtout que l'on retrouve dans nos organismes. Alors il y a des études récentes, Esteban, 2019 en France, qui montrent une imprégnation généralisée de la population par 6 classes d'agents chimiques. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Les composés perfluorés, ce sont les fameux PFAS. Les phtalates, ce sont des composés plastiques. Dès que vous avez un plastique qui est mou, c'est qu'il a des phtalates. Les bisphénols, c'est le fameux bisphénol qui a été interdit dans les biberons, mais il n'a été interdit que dans les biberons, ce qui fait que dans tout le reste, dans les jouets pour enfants, etc., il peut toujours être là, Dieu merci. Les parabènes, ce sont des constituants des cosmétiques et des médicaments. Les retardateurs de flamme bromés, c'est des trucs que vous avez sur vos canapés, dans vos voitures neuves. Dès que ça sent le neuf dans une voiture, c'est des retardateurs de flamme bromés. Voilà. Et en 2021, la même étude a montré qu'il y avait une contamination généralisée de la population française par les pyrétrinoïdes, dont je vous rappelle qu'ils avaient un niveau de preuve élevé avec les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Donc, contamination généralisée par les pyrétrinoïdes, ça veut dire contamination généralisée, y compris des femmes enceintes. 100%, ou 99,8% pour être très précis. Alors, c'est bien beau, mais je suis quand même obligé de vous expliquer comment agissent les hormones en 2-3 mots, parce que sinon, ça enlève du poids à ce que je vous raconte. Enfin, il me semble. Vous avez 2 types d'hormones, peu importe pour vous, des hydrophiles et des lipophiles. Pourquoi on fait le distinguo? Parce que les hydrophiles, elles nagent bien dans l'eau, mais du coup, elles sont embêtées avec les membranes des cellules. Ça, c'est une cellule, pardon, ça, c'est son noyau. Donc, elles sont un peu embêtées avec les membranes des cellules qui sont des doubles couches de lipides, donc elles ne peuvent pas traverser. Donc, il leur faut un récepteur, c'est le machin bleu. Et les hormones lipophiles, elles, aucun problème, elles traversent tout ça très facilement, ce qui veut dire qu'elles peuvent aller jusqu'au noyau. Qu'est-ce qu'elles font, ces hormones? Une fois qu'elles ont agi sur le récepteur membranaire qui est là, soit ils les amènent se promener un petit peu plus loin, voire jusque dans le noyau, soit elles activent une chaîne de réaction que je ne vais pas vous détailler, soit par ce transporteur-là également, elles vont dans le noyau au contact du gène. Et qu'est-ce qu'elles font, les hormones? Elles modulent l'expression du gène. En gros, elles vont jouer le rôle d'interrupteur, c'est-à-dire le gène va être allumé ou éteint en fonction ou non de la présence de l'hormone. Donc les hormones sont des modulateurs de l'expression de vos gènes. C'est pour ça qu'on s'intéresse un peu de près
à ce qu'il les perturbe. Et les perturbateurs endocriniens, ils vont agir par différents mécanismes. Soit ils vont avoir un effet mimétique, c'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour l'hormone en se mettant à sa place. Vous me direz, c'est pas très grave, si finalement ils se mettent à la place d'une hormone, ils vont agir comme elle, où est le problème? Ben, le problème, c'est s'ils sont là à un moment où il n'y avait pas d'hormone, c'est-à-dire où le signal ne devait pas être allumé, où le gène ne devait pas être allumé. Donc à ce moment-là, ils vont prendre non seulement la place de l'hormone, mais à un moment qui n'est pas le bon. Effet mimétique. Le deuxième effet, si ça veut bien, c'est un effet de compétition, c'est-à-dire que ils vont essayer de prendre. Les hormones sont là, mais les perturbateurs endocriniens aussi, et pour différentes raisons, ils vont se prendre leur place. Plus souvent, le match perturbateur endocrinien hormone est en général gagné par les perturbateurs endocriniens. Donc, ils vont là déclencher une série de réactions également. Et troisième mécanisme, c'est une action sur la production des hormones. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils perturbent la synthèse des hormones ou bien leur dégradation au niveau du foie notamment, il y a beaucoup de pesticides qui agissent de cette manière-là, eh bien, vous imaginez bien que le taux d'hormones circulant ne doit pas être le même. Ces mécanismes, je le dis comme ça, ne sont pas reconnus au niveau européen en règle générale. Ils vont agir également sur la synthèse non seulement là, des hormones, mais là des récepteurs, les petits machins bleus là, et puis en déclenchant des cascades de réactions différentes. C'est-à-dire au lieu d'enclencher une cascade de réactions attendue, normale, eh bien, ils vont déclencher une autre cascade qui va agir sur d'autres gènes. Donc, ce n'est pas qu'un gène sera éteint, c'est que le mauvais gène sera allumé. Donc voilà tout ce qu'on craint avec les perturbateurs endocriniens et on les retrouve un peu partout. Alors les phtalates, ça va être dans les contenants alimentaires, par exemple les petites boîtes en plastique pour réchauffer les aliments au micro-ondes. Ça, c'est du plastique mou, c'est plein de phtalates. Dieu merci, ça se libère en fonction de la température. Donc quand vous le chauffez, ça se libère, ça passe dans les aliments et c'est comme ça que ça contamine l'alimentation. Donc 100% de la population est contaminée par les phtalates. Il y en a également dans les produits d'entretien, dans les cosmétiques et dans les jouets en plastique pour les gamins. Ça tombe bien aussi, ils les mettent à la bouche, donc comme ça, ils se contaminent un peu plus facilement. On en trouve dans les parabènes, on trouve donc phtalates, parabènes dans les lingettes de toilette, je vous l'ai dit, dans les médicaments, dans les cosmétiques, les perfluorés, on va trouver ça dans les poils Tefal, là, les poils anti-adhésives, celles qui ont échappé à la réglementation sur les PFAS, dans les textiles imperméables, mais là, dans les poils Tefal, il ne faut pas oublier que là, on les ingurgite directement. On n'est pas obligé de manger son textile imperméable. Et les alkylphénols, bon, ça, c'est plus dans les cosmétiques. C'est souvent on trouve souvent un peu de tout partout. Hein. Et les pesticides, eux, les deux grands vecteurs, ça sera la nourriture et les insecticides et répulsifs, anti-moustiques, anti-poux. Les formaldéhydes, c'est des choses qu'on va trouver dans la construction, ça doit en être plein, par exemple. Là, vous respirez du formaldéhyde dans cette pièce, probablement à plein poumon. Et les bisphénols, c'était les biberons pour enfants. Donc maintenant, c'est dans les films alimentaires. Enfin, c'est toujours dans les films alimentaires, toujours dans les revêtements intérieurs des canettes, toujours dans les boîtes de conserve et toujours dans les bouteilles en plastique. D'accord ? Donc, c'est pour ça ça, c'est une diapo de l'Institut national du cancer qui s'est pour une fois intéressé à cette question-là. Donc, j'en ai fini avec le musée des horreurs. Et donc, ce dont je voulais vous parler maintenant, c'est d'une action de prévention. Alors, une action de prévention pour prendre en compte quoi? Pour prendre en compte tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'effondrement du vivant, la contamination des humains et les maladies que ça engendre. Donc les données épidémiologiques, c'est mal dit parce qu'en fait, il n'y a pas que des données épidémiologiques, il y a des données toxicologiques, etc. Enfin bon, bref. La période de vulnérabilité particulière que constitue la grossesse, j'espère vous avoir alerté là-dessus, sur les données INSERM, et en particulier. Mais également, quand on parle du mode d'action hormonal, il faut bien se souvenir que pendant la grossesse, les hormones vont contrôler toutes les étapes du développement du fœtus. Toutes. Donc, quand vous perturbez ça, vous allez dérégler un peu. Vous n'allez pas entraîner des malformations. Ce n'est pas
on n'est pas dans le domaine de la malformation. Enfin, si, ça arrive des fois, il y a des hypospadias ou des cryptorchidis chez les petits garçons. Cryptorchidis, c'est l'absence de descente des testicules dans les bourses. Et les hypospadias, c'est la non-ouverture de l'urètre au bout. Donc ça, oui, ça existe, mais la plupart du temps, ce sont des dérèglements un peu plus subtils qui vont se connaître beaucoup plus tard. Donc, comment prendre tout ça en compte? Par une approche One Health, c'est-à-dire une approche qui consiste à dire finalement que notre santé, elle dépend de la santé des écosystèmes, ou en tout cas les deux sont étroitement liés. Non, ça ne veut pas. Si, en impulsant, tout en impulsant dans les collectivités territoriales, donc là au plus proche du terrain, une mobilisation autour des enjeux de santé, autour des agriculteurs bio et des élus. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose des ordonnances vertes. C'est tout simple sur le papier. Il s'agit de prescrire, car il s'agit bien d'une ordonnance qui peut être faite par un médecin, une infirmière ou une sage-femme. Et ils vont prescrire deux choses. 2 séances de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Il y a déjà plein de CHU, de maternités qui ont mis, enfin plein, je ne sais pas s'il y en a plein, il y en a plusieurs en tout cas qui ont déjà mis ça en route. Donc qui se produisent, qui sont organisés sous forme d'ateliers collectifs, réunissant une douzaine, une quinzaine de personnes, pour pas donner une connaissance théorique comme je vous ai apporté moi, mais une connaissance très pratique. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers avec des bouteilles plastiques, des machins, et pour montrer concrètement les objets du quotidien, enfin les produits du quotidien qu'il faut arriver à éliminer de son environnement. Et un deuxième atelier qui porte sur l'alimentation. Et la deuxième chose qui est prescrite par ces professionnels de santé, c'est un panier de légumes bio, locaux, chaque semaine, du début de la grossesse jusqu'à la fin. Donc l'idée, c'est de permettre une sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et de donner à toutes et tous les moyens d'être en contact avec la nourriture bio dès le début. Quand je dis à toutes et tous, je pense en particulier aux publics les plus défavorisés, mais j'y reviendrai après, donc je ne vais pas m'étendre maintenant. Alors, oui, s'il te plaît, voilà. Ah ben tiens, bon, tant pis, il a manqué quelque chose, mais ce n'est pas très grave. Tout ça repose quand même sur des choses qui sont communément admises par la communauté scientifique et, je dirais même, par le ministère de la Santé. La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, la deuxième, qui a été adoptée en 2019, elle a pour objectif de réduire l'exposition de la population et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens, en formant les professionnels, le grand public, en protégeant la population, alors ça c'est des objectifs, hein, et en améliorant les connaissances. Mais il y a eu un rapport de l'inspection, des 3 inspections générales, ou seulement de l'IGAS, je ne sais plus, de l'IGAS peut-être seulement, un rapport d'évaluation de cette deuxième stratégie. Et que dit ce rapport de l'IGAS? Très rapidement, là aussi, non, toujours pas. IGAS, que dit... Ah non, 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 il ne dit pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Oh là. Alors, hop, 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 hop. Et il ne veut pas passer la diapo de l'IGAS. Le ministère de la Santé n'est pas content de l'IGAS, probablement. Bon, écoutez, si, j'allais le dire. Donc, dans sa recommandation numéro 3, qu'est-ce qui est l'IGAS dit qu'il faut tourner la SNPE vers l'action. En gros, c'est du baratin, quoi. Et non, mais je le dis comme je le pense, hein, tous ces plans-là sont un peu du baratin. Et il faut avoir l'ambition d'atteindre le zéro exposition aux perturbateurs endocriniens. Parce que là, on est un peu en train de passer dans le mode ouais, bon, le réchauffement climatique, il va avoir lieu, on va s'accommoder, mais là, on va s'accommoder aux perturbateurs endocriniens et au reste. C'est un peu ça l'idée générale, quoi. Donc, et comme principes généraux, l'approche d'une seule santé, certes, l'ancrage territorial et la prise en compte des inégalités socio-économiques. Voilà ce que nous demande de faire l'IGAS. Donc, nous, on a trouvé ça plutôt pertinent. Et donc, voilà. Alors, ouais, non, mais ça vous saute des diapos, tant pis. Alors, la diapo que vous n'avez pas vue, montrée sur la fiche de départ, par une petite flèche issue du fœtus, la notion de DOAD. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'origine développementale des maladies.
et de la santé, pardon. Donc ça, c'est quoi? C'est que ça consiste à... C'est une notion, là aussi, qui n'est pas récente, hein. Les premières observations, c'est les années 50-60, je vais vous le dire. Ça veut dire que pour les principales maladies chroniques, donc cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires, diabète, on pourrait aussi ajouter l'infertilité. À côté des facteurs génétiques, les principaux facteurs de risque que l'on nomme d'habitude, vous les connaissez, le tabac, l'alcool, la sédentarité, etc. Aussi importants soient-ils, hein, moi je ne dis pas qu'ils ne jouent pas de rôle là-dedans. En tout cas, ces facteurs-là ne suffisent pas à expliquer l'augmentation des maladies chroniques. Et donc l'environnement précoce, c'est-à-dire pendant la grossesse, a été évoqué par Barker. Alors Barker, c'est des études qui portent sur les petits Anglais de 1970. Il a comparé des cartes où il y avait la mortalité cardiovasculaire en 1960-70 et la mortalité infantile par comté anglais, mais la mortalité infantile en 1910. Et il s'est aperçu qu'elle était superposable. C'est-à-dire que les endroits où il y avait une mortalité infantile forte, donc des conditions de grossesse difficiles, étaient associés 50 ou 60 ans plus tard à une mortalité cardiovasculaire forte. C'est un peu étonnant. Ça a donc été contesté, mais à juste titre. Je veux dire, c'est pas en science, c'est pas anormal de contester les conclusions d'une étude. Et donc, ça a été prouvé par d'autres études qui ont affiné un peu le truc pour montrer que ça ne concernait aussi que même en prenant en compte le statut socio-économique, même en prenant en compte des choses comme le poids, des choses comme le tabac, eh bien, on restait sur les mêmes conclusions. Donc ça, c'est l'hypothèse de Barker. Et maintenant, elle s'est étendue à l'origine développementale, c'est-à-dire que on pense, et je vous l'ai dit pour les leucémies lors d'exposition paternelle, donc on pense que l'exposition préconceptionnelle est également très importante. Donc nous, on propose une action de prévention qui est axée que sur la grossesse. Donc c'est peut-être une limite, mais je pourrais m'en expliquer après si vous le voulez. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit que dans la DOAD, c'est préconceptionnel. Si tu veux bien, mon ami, oui. Donc l'environnement précoce peut être altéré par différents facteurs. Je vous l'ai dit, exposition à des toxiques connus, l'alimentation, le stress, etc. Et ça peut avoir des conséquences à long terme, conduisant aux maladies chroniques. Pensez encore une fois aux petits Anglais 1910, qui naissent en 1910, 60 ans plus tard, maladie cardiovasculaire. Alors, là, je crois qu'il fatigue. Tiens, pour les pesticides, en matière de DOAD, on a des données conséquentes. Je vous les ai données déjà, mais je vous les rappelle, parce que je me dis que quand on découvre le truc, c'est peut-être pas facile. En cas d'exposition pendant la grossesse chez les professionnels, je vous ai dit qu'il y avait un lien avec les leucémies, les tumeurs cérébrales, certaines malformations congénitales. Ce sont les hypospadias, les cryptorchidis dont je parlais tout à l'heure. Il y a un lien moyen entre l'exposition du père avec les leucémies de l'enfant. Et dans l'expertise INSERM, on retrouve également, en cas d'usage domestique, et là plus seulement professionnel, d'usage domestique, un lien avec également les leucémies et les tumeurs cérébrales. Et dans cette expertise, on trouve également des liens entre l'utilisation des pyrétrinoïdes, alors qu'on peut tous faire, encore une fois, chacun dans nos environnements, et les troubles du comportement internalisé de l'enfant. Il y a un lien moyen dans cette expertise entre l'exposition domestique ou résidentielle avec d'autres troubles du neurodéveloppement. Et en cas d'exposition pendant l'enfance, il y a un risque augmenté, comme je vous l'ai dit, en région viticole, de leucémie infantile et de tumeurs neuroembryonnaires. Je les avais oubliées, celles-là. Et il y a une étude très récente qui est sortie il y a peu de temps aux USA qui montre une association, mais là c'est une association statistique, ce n'est pas encore complètement à l'échelle des comtés, entre l'utilisation des insecticides et la mortalité infantile. Je pourrais vous le décrire si vous voulez, mais là, ça prendrait 5 bonnes minutes, c'est peut-être pas le moment. En matière d'alimentation. Alors, en matière d'alimentation, il y a un truc assez étonnant. Alors, attendez, je vous dis, là, je suis en train de vous expliquer les arguments en faveur de ce concept d'origine développementale des pathologies. Je vous ai donné
pour les pesticides, des données qu'on a, données épidémiologiques. Là, là, avec une seule diapo, je voulais vous faire un panorama des études toxicologiques. Donc, le défi est peut-être un peu lourd, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, ce que vous voyez, c'est que ça, ce sont des rats à qui on donne un régime maternel soit restrictif, soit obésogène. Et pourquoi il y a une balance en bas? C'est parce que l'on donne à ces rats un régime restrictif, par exemple les petits Anglais qui sont nés en 1910, bon, c'était probablement plutôt du restrictif. La cohorte hollandaise de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi du restrictif. Mais les petits jeunes qui sont exposés maintenant, c'est plutôt des régimes obésogènes. Eh bien, l'effet est le même, c'est-à-dire qu'au bout du bout, vous avez augmentation de l'obésité, du diabète et de l'hypertension, c'est-à-dire 3 fléaux qui expliquent actuellement l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Avec des explications au milieu. Mais je veux dire, ce n'est pas votre souci. Mais ces explications sont répertoriées. Excusez-moi. Ça, c'est dans un bouquin très récent. Si vous voulez, enfin, comme je laisse le PowerPoint, s'il y a des gens qui veulent les sources, elles sont marquées soit sur les diapos, soit sur le commentaire de la diapo juste en dessous. Et ça, c'est un bouquin qui s'appelle Épigénétique, qui est sorti là, il y a 3-4 mois. Pluridisciplinaire, qui est, comment dire, on peut aller piocher dans ce bouquin, même si on n'y connaît pas grand-chose. Bon, c'est un peu ardu quand même. Un peu ardu quand même, mais on n'est pas obligé de tout lire. Mais s'il y a des gens qui sont passionnés plutôt par les effets sur le végétal, la moitié du bouquin porte plutôt là-dessus. Moi, par exemple, c'était pas trop ma tasse de thé, c'est pas cette partie-là qui m'a plus passionné. Mais il y a tout le b.a.-ba. Donc, on peut avoir assez bien accès à ces données-là. Voilà. Donc moi, j'en profite pour dire que je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi, je suis un médecin. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas le détail du mécanisme. Enfin, si, quand même, mais je suis pas un chercheur. Alors, en faveur de la DOAD, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que comment on explique tout ça? On explique, et ça c'est en parfaite contradiction avec ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que je ne m'intéressais pas au mécanisme. On explique tout ça par l'épigénétique. Alors ça, c'est quand même important d'avoir quelques notions sur ce que c'est que l'épigénétique. Pour ça, il faut vous rappeler 2-3 choses que vous savez déjà. Vous savez bien que vous avez un génome, donc contenu dans nos chromosomes, nos petits chromosomes qui sont à l'intérieur des noyaux. Et vous savez que ces gènes, une petite partie de ces gènes sont codants, c'est-à-dire c'est 5% qui codent des protéines qui vont constituer notre phénotype, c'est-à-dire ce que l'on peut constater, ce que l'on voit de nous, les yeux bleus, un taux de sucre stable malgré un bon repas, etc. Tout ça, c'est des phénotypes. Donc, notre ADN va être transcrit en ARN messager. Ça se passe dans le noyau. Ça va se passer dans la cellule, dans le cytoplasme, dans la cellule. Oui, la cellule, mais dans le cytoplasme du noyau. Et il va y avoir synthèse de protéines et de phénotypes. Et l'essentiel de notre génome, le 95% restant, on appelait ça de l'ADN poubelle jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait. On pensait que ça ne servait à rien. En fait, ça produit des ARN également, non codants. Alors là, je parle d'ADN, là d'ARN, peu importe, vous voyez bien que c'est un peu proche comme structure chimique, c'est juste qu'on a changé un D pour un R, c'est pas très grave. Donc notre génome produit essentiellement des ARN non codants, mais je vais en parler dans une minute. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces gènes sont sous la commande, on pourrait dire le contrôle d'une machinerie épigénétique. N'allez pas lire ce qu'il y a là-dedans, j'aurais pas dû le mettre, d'une machinerie épigénétique. Parce qu'on présente des fois le truc aux médecins et eux, il leur faut quelques détails quand même. Excusez-moi. Donc il y a une machinerie épigénétique qui a pour but de faire quoi? Si je reprends mon ADN, l'ADN, il n'est pas en train de se balader comme ça dans vos cellules. On pourrait dire que c'est une petite ficelle qui est entourée autour de protéines, c'est ces machins ronds là, bleus, et bien serrés, bien compactés à certains endroits, et à d'autres endroits un peu plus lâches, avec des petits bouts de fil qui apparaissent entre deux perles. On va appeler ça des perles. Donc c'est des colliers de perles qui peuvent être plus ou moins serrés. Et quand les perles sont très serrées,
eh bien, les gènes ne sont pas accessibles à la lecture et ils sont éteints. Et pour que ce soit bien serré, il faut qu'il y ait des marques épigénétiques, ce sont des groupes chimiques qui sont apposés soit sur les perles, soit sur l'ADN lui-même. OK? Pas besoin de savoir plus que ça suffit. Et quand il n'y a pas tout à fait les mêmes éléments chimiques, eh bien, les perles, elles sont un peu plus espacées. Et là, le gène, il est accessible à la lecture, il va pouvoir être exprimé. Donc, ça, c'est ce que fait la machinerie épigénétique sous le contrôle des hormones. En particulier, pas que. Attendez, qu'est-ce qu'il est fait là? Il m'en veut vraiment. Il m'en veut vraiment. Oui, on a loupé ça serait dommage quand même. Non, il est pourri ce schéma, mais j'ai pas pu faire mieux. En fait, cette machinerie épigénétique, elle va être perturbée par nos perturbateurs endocriniens en agissant sur des récepteurs, là où ils vont foutre le bazar dans le contrôle des hormones. D'accord? Et puis, il faut savoir que cette machinerie épigénétique, et ça c'est important, elle a un lien avec l'alimentation. Parce que dans l'alimentation, dans le brocoli, dans l'ail, dans un tas de trucs, vous avez des petites choses qui vont agir par cette flèche directement sur ces codes des histones et ces machins-là dont je n'ai pas voulu vous parler. Et puis l'alimentation, elle va être pourvoyeuse de ces deux substrats, l'acétyl-CoA et SAM, qui sont des donneurs, des petites marques chimiques qui vont se mettre pour plus ou moins décompresser vos colliers de perles. D'accord? Donc, il y a un lien entre l'alimentation et l'expression des gènes. OK? Il est temps de se manier, c'est ça? 5 minutes, tout va bien. Bon, là, je vous le fais en... Je ne suis pas chercheur, je suis médecin, et je vous le fais rapide. Donc, évidemment, il manque des choses. Mais bon, je crois qu'avec ça, on a quand même à peu près l'essentiel. Donc ça c'était sur l'aspect... pourquoi vous voulez faire une action de santé publique concernant les femmes enceintes? Eh bien, parce qu'on a des éléments forts concernant cette histoire-là. Et maintenant, pourquoi s'appuyer sur l'alimentation biologique? En dehors du fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation biologique, elle a montré quelques effets chez l'humain intéressants, mais vous pourriez toujours m'objecter qu'elle les a montrés chez des adultes. Elle ne les a pas montrés chez des enfants. Donc, honnêtement, ce n'est pas cette raison-là qui va m'intéresser. Donc, pourquoi protection de la biodiversité? Je vous rappelle qu'il y a un déclin de 75 à 80% des insectes. Je vous rappelle que la cause majeure, c'est l'agriculture intensive. Quand je dis ça, ce n'est pas un point de vue de militants écologistes énervés, vous le lirez dans le rapport de l'INRA. Hein. C'est pas moi. Hein. Enfin, je partage complètement cet avis, mais je veux dire, ce n'est pas un avis personnel. Et surtout, les insectes sont indispensables pour la production agricole. Donc, il y a eu des expériences, notamment à Chizé, j'y reviens, par le CNRS, qui ont montré qu'il était possible de réduire l'utilisation des pesticides tout en augmentant les rendements et les revenus des agriculteurs du fait d'une augmentation des pollinisateurs. Donc, ça, c'est possible, mais si, au lieu de réduire un peu, on passe complètement en bio, c'est ce qu'ils ont fait sur certaines parcelles. Donc, ça, c'est l'augmentation, pardon, excusez-moi. Ça, c'est en haut, diversité des abeilles en bas. Vous voyez la pente, plus il y a diversité, non pas de quantité, mais d'espèces différentes d'abeilles qui peuvent vivre dans ces milieux, plus il y a de rendement. Et en bas, c'est l'abondance d'abeilles et le revenu, je crois. Oui, c'est ça. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de leur expérience, c'est que l'effet sur la biodiversité est démultiplié par le nombre de parcelles en bio. C'est-à-dire que cette zone atelier, là, c'est une zone, je vous l'ai dit, d'agriculture intensive normale. C'est-à-dire que ce n'est pas un atelier pour le CNRS. Hein. Le CNRS a le droit d'y faire ses mesures, mais les agriculteurs, ils ont surtout le droit de faire ce qu'ils veulent. Et donc, il y a eu des partenariats avec certains agriculteurs pour diminuer sur certaines parcelles. C'est comme ça qu'ils mesurent l'effet chez les pollinisateurs, je vous le fais court, et avec certains agriculteurs bio. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit de l'importance du nombre de parcelles en bio sur un territoire. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc. Et enfin, le dernier item, c'est est-ce que ce qui nous importe, nous, c'est que le message soit transmissible à tout le monde. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que... En fait, quand on fait une action de santé publique, une action de prévention,
c'est en général la population la plus éduquée ou celle qui a le plus les moyens qui s'approprie en premier ou exclusivement l'action en question. Donc l'idée là, c'est de dire s'il est intéressant d'utiliser l'agriculture biologique, il faut qu'elle puisse être accessible à tous. Et d'où l'importance que ce soit prescrit au départ par un médecin ou une sage-femme. C'est-à-dire que les femmes enceintes, elles vont à un moment donné toutes passer devant un médecin ou une sage-femme. Et il faut que là, il y ait un discours unanime sur le fait de prescrire ce genre de choses. Mais il y a des inégalités territoriales. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vois celui de Limoges, avec les sages-femmes du CHU, c'est facile de bosser, elles ont déjà mis en place les ateliers, mais ça va se passer dans l'hôpital. On ne va pas faire venir une femme enceinte qui habite à 60 km du CHU pour 1 heure d'information sur un atelier sur les perturbateurs endocriniens. Surtout si c'est pour lui conclure que ce n'est pas bien d'être venu en voiture. C'est un peu couillon. Donc, il faut imaginer, là aussi, il va y avoir des inégalités possibles et il est important de bosser avec les professionnels de santé du terrain, mais également peut-être d'organiser localement des ateliers. Et là-dessus, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Inégalité territoriale et inégalité sociale. Les populations défavorisées, c'est ce que je disais, sont malheureusement les plus difficiles à toucher. Et là, il faut organiser, il faut imaginer des partenariats avec les équipes qui ont l'habitude de bosser avec ces populations-là. Donc, voilà. Donc, oui, on a besoin de l'expérience des mutuelles puisque encore une fois, à Limoges, ce sont les sages-femmes de l'hôpital qui nous ont dit, mais rappelez la mutualité, ils ont bossé avec nous sur des ateliers de sensibilisation. Donc, voilà. Donc, nous, notre prétention au niveau de l'association, c'est de mettre en œuvre ce réseau, c'est de l'animer, mais ce n'est pas de remplacer les acteurs qui ont l'habitude de faire le boulot. Voilà. Alors, attendez. J'ai toujours les mêmes difficultés. Bah oui, donc il s'est passé 2 diapos, c'est pas grave, ça c'est voilà, donc je m'aperçois qu'en fait, et j'en ai un peu peur, c'est qu'en vous ayant expliqué les fondements de l'action de prévention, c'est un peu noyer le poisson, mais j'espère que vous allez me dire le contraire. Voilà, merci de votre attention. Merci Pierre-Michel, c'était super intéressant et très alarmant, mais intéressant d'avoir toutes ces informations. Effectivement, on a un peu pris par le temps, mais aussi c'est laisser le temps aux questions. Je pense que vous en avez certainement et les personnes en visio aussi. Donc ça va être l'occasion de continuer les échanges et peut-être d'aborder aussi des choses, Pierre-Michel, que tu n'aurais pas eu le temps à travers les questions des gens. Je vais vous faire passer le micro. Attendez bien d'avoir le micro avant de parler parce que sinon les personnes en visio ne vous entendront pas. Et j'alternerai aussi des questions de personnes qui sont à distance aussi pour relayer leurs questions. Qui veut démarrer? Merci beaucoup pour votre intervention. Le projet d'ordonnance verte, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup et effectivement, les mutuelles peuvent avoir leur place dans ce projet. J'ai juste une question par rapport à l'implication des professionnels de santé. Vous êtes totalement formés, sensibilisés sur la santé environnementale, en tout cas par vous-même justement. Mais la question, c'est dans la formation des médecins. Il me semble qu'il y a un gros manque de ce côté-là. Et comment faire pour que justement ce projet ait toute sa place sur tout le territoire, pour que justement tous les médecins soient sensibles à cette notion de santé environnementale, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement, quoi. Alors, pour faire court, juste en préambule, je rajouterai que l'association n'a pas inventé le concept des ordonnances vertes. On s'est simplement aperçu que l'expérience de Strasbourg, c'est à Strasbourg que c'est né, c'est la municipalité de Strasbourg qui les a mises en œuvre. On s'est aperçu 1 an après que ça n'avait pas beaucoup diffusé, un petit peu, mais pas beaucoup diffusé sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est ça le défi qu'on veut relever, nous, c'est arriver à faire un réseau qui diffuse. Malheureusement, comme vous dites, ce réseau,
il va pêcher un peu puisqu'il va s'appuyer sur des professionnels qui ne sont pas complètement formés, pas bien formés, et pour beaucoup, pas formés du tout. Moi, je dirais que les sages-femmes sont plutôt pas mal formées et les médecins le sont pas bien. Comment on fait? En fait, en fait, il n'y a pas de théorie. Je vois actuellement, eh bien, il y a une carte de France qui n'est pas passée. Il y a une quinzaine de projets. Alors, on a lancé le truc au mois de juin. Et là, en 6 mois, il y a une quinzaine de projets qui sont partis. Eh bien, ça démarre de façon très, très diverse. Des fois, c'est effectivement en commençant par former des professionnels d'une maison de santé. Et puis, à partir de là, ça a été le cas à Roumazières, ça a été le cas... comment ça s'appelle, enfin dans d'autres municipalités de Charente, ça a beaucoup été comme ça. Ou bien c'est en travaillant avec des structures qui s'appellent les CPTS, les collectivités professionnelles territoriales de santé, qui sont interprofessions. Il n'y a pas que des médecins, il y a des sages-femmes et des infirmières. Et là, il peut y avoir des groupes spécifiques et qui demandent à travailler sur ces problématiques-là. En tout cas, que nous, on a interpellé pour travailler sur ces problématiques-là. En fait, alors attendez, à Lille, c'est complètement autre chose. Ce sont des sages-femmes qui ont un contact avec des généralistes et qui ont un contact avec la caisse primaire, je crois. Enfin bref, nous, notre pari, c'était de dire que, en fait, localement, les professionnels... Enfin, ce que nous disait Strasbourg quand on a bossé le truc avec eux, c'est que il faut 2 conditions. Une volonté politique forte d'une municipalité à un moment donné, parce qu'il faudra bien faire un chèque. Il faudra payer ces fameux paniers, il faudra payer les ateliers, et enfin les personnes qui les font, et éventuellement la coordination de tout ça. Donc il faut une volonté politique forte, et mais par contre, il faut des soignants vachement motivés à un moment donné, parce que sinon la volonté politique, elle s'appuie sur rien. Donc il faut arriver à réunir ça, et bien en fait le pari, c'était de dire, nous on est une petite association, on a un maillage moyen du territoire, et bien on compte sur le fait que ça puisse marcher parce qu'il y a plein de réseaux de formation quand même. Et surtout, on ne s'appuie pas que sur les médecins. Comme nous disaient les infirmières de chez nous, au mieux, les médecins, ils s'en foutent. Alors, j'espère que ça n'est pas enregistré et que ça ne passe pas sur les réseaux sociaux. Sinon, je suis vraiment très mal. Mais voilà. Merci. Je continue sur 2 questions qui ont été posées par des personnes qui sont à distance. Je les mets les 2 ensemble. Dans ce cadre des ordonnances vertes, la prescription de nourriture bio ne pourrait-elle pas prendre appui sur la sécurité sociale alimentaire qui voit des expérimentations en cours dans différents territoires? Quel rôle pourraient jouer les mutuelles de santé là-dessus? Merci. Vaste question. Et je mets tout de suite la deuxième. Quelle eau boire si elle est chargée de pesticides au robinet et de plastique en bouteille? Alors, le rapport avec la sécurité sociale de l'alimentation, pour tout vous dire, en fait, on a fait un appel en mars 2024 au moment des mesures gouvernementales dans lequel on disait exactement ce qu'on dit dans le diaporama, c'est-à-dire, pour nous, ces mesures signifient qu'on met la science de côté. Et baser la démocratie sur le déni de la science, vous avez une expérience en temps réel qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être pas le meilleur des trucs à faire, mais voilà. Donc on avait ça à dire, mais ça nous paraissait très insuffisant, puisque plein de gens l'avaient dit avant nous, et sans doute bien mieux. Donc d'où la proposition d'un certain nombre d'actions. Et dans ces différentes actions, il y avait aussi agir sur l'alimentation. Mais pour notre réseau, la question de la sécurité sociale de l'alimentation nous paraissait trop complexe pour nous, et en tout cas, pas directement utilisable par des soignants. Je vous rappelle qu'on est une association de soignants. Et donc, notre but, ça a été de faire la conjonction entre 2 trucs. Ne pas rester sur une indignation, mais de dire aux soignants, écoutez, les pouvoirs publics, vous voyez bien, ils ne sont pas chauds bouillants sur cette histoire. Mais nous, on a une responsabilité parce qu'on voit les gens, parce qu'on peut passer un certain nombre de messages, mais il faut aller au-delà de ça. Il ne faut pas se contenter de l'information à mes petits clients, à moi. Ça, c'est bien joli. Enfin, c'est important, c'est joli, mais il faut qu'il y ait du collectif là derrière. Donc, par contre, et donc depuis, on a bossé avec des groupements d'agriculteurs biologiques ou avec des gens qui sont sur la philosophie sécurité sociale de l'alimentation, et ils ont tous bien compris qu'en fait, ce n'est pas opposé.
c'est une marche en fait, c'est le même principe. Parce qu'au bout du bout, nous, ce qu'on veut, c'est de la loi derrière. C'est-à-dire qu'au bout du bout, ce qui nous paraît, nous, indispensable à faire vis-à-vis de tous les nourrissons, eh bien, ça rentre dans la loi. Ça ne soit pas en dehors du champ de la santé publique. Comme l'alimentation doit aussi rentrer dans la loi. Donc voilà, on se retrouve sur le fond et en gros, je pense qu'on est juste une première marche de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est la sécurité sociale de l'alimentation pendant la grossesse. Attends, il y avait une autre question sur la boisson, Oui. sur l'eau de boisson. Quelle eau boire si elle est chargée de pesticides au robinet et de plastique en bouteille? Eh bien, se retenir, mais ça ne marche pas bien longtemps. Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Alors, pour ma part, au niveau de l'association, on n'a jamais... Enfin, on a une réponse qui nous arrange bien. On dit, bon, l'eau en bouteille, elle est chargée en phthalate, en bisphénol, etc. Le niveau de preuve de la toxicité de ça, il est massif. Notamment sur les problèmes de fertilité. Je vous rappelle juste un chiffre là-dessus. En 40 ans, la concentration de spermato de l'espèce humaine a baissé de 50%. On est à peu près on n'est pas loin du seuil d'infertilité. Donc, quand même, il y a du lourd derrière. Donc, et il y a une pollution au plastique qui vient alimenter la pollution générale. Donc, l'eau en bouteille, niet. Alors après, soit on est dans un coin. Après, il y a des exceptions à tout. Je veux dire, soit on est dans un coin où l'eau est vraiment pourrie aux pesticides, et bon, là, il faut peut-être faire quelques exceptions de temps en temps. Mais si on est dans un coin moyen, comme un peu partout en France, eh bien, il faut aller militer pour la qualité de la flotte et pas rester dans une position de consommateur. C'est aussi ça que nous apprennent toutes ces études. C'est quelque part, il faut aller questionner, mais ça c'est compliqué, questionner l'eau du robinet, ça c'est très compliqué. C'est peut-être pas le débat dans lequel il faut rentrer, mais on a essayé de le faire dans d'autres coins, enfin dans plusieurs coins de France, et c'est un problème assez complexe. Vous avez d'ailleurs bien résumé par l'empilement administratif qu'il faut mobiliser. Enfin, c'est une réponse un peu olé olé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que j'amène le micro. J'avais une petite question, vous en avez parlé, puis bon, c'est un débat un peu grand, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées sur tout ce qui est méthode d'évaluation des pesticides? Parce que c'est quand même ça aussi un petit peu la pierre d'achoppement, c'est-à-dire que y a quand même deux communautés qui vont se faire face entre les agriculteurs, je dirais, qui veulent faire du bio et ceux qui ne veulent pas le faire. Donc, comment on fait pour gérer ça? Parce que ça devient maintenant, enfin, j'ai l'impression que ça devient vraiment très, très fort le combat entre les deux. Alors, ça dépend si on se trouve au niveau des organismes agricoles ou au niveau des agriculteurs. C'est complètement différent. Actuellement, il n'y a pas moyen de discuter ni avec la FNSEA ni la coordination rurale. C'est normal, il y a des élections à la Chambre d'agriculture ce mois-ci. Et ils sont sur une position très clivante, etc. etc. Je vous ai cité l'exemple de Chizé, l'équipe de CNRS de Chizé. Ils ont travaillé avec des agriculteurs conventionnels. Au départ, c'est que des agriculteurs conventionnels avec lesquels ils passent des conventions pour protéger des piafs. Des saloperies qu'eux déversent sur leur champ. Donc, je veux dire, quelque part, au départ, c'est pas gagné d'avance, quoi, de s'entendre avec le monde agricole. Or, et nous, on l'a vécu également en Limousin dans une convention avec des producteurs de pommes, quand on travaille sur des éléments factuels, c'est-à-dire, on va mesurer au fil des années tous les piafs qu'on retrouve sur telle et telle parcelle, etc., sur telle et telle surface, etc. Et on va regarder à quoi ils servent, quel est leur fonctionnement dans l'écologie du coin. Les agriculteurs ne sont pas contre. Ils sont même plutôt intéressés. Et ils ont participé à toutes les expérimentations de Chizé qui montrent que finalement, quand on diminue les insecticides et les herbicides, il ne se passe pas de catastrophe. Et il n'y a qu'une fois que la Chambre d'agriculture s'en mêle et que les coopératives s'en mêlent que là, ça ne va plus.
Donc, puisque les agriculteurs qui ont fait ça, qui ont participé à ces expériences, et ça va dans le sens de votre question, parce qu'elle sous-entend, il me semble, une fois que l'expérience a été finie, ils sont tous revenus à leurs bonnes habitudes. Donc, ce que l'on pense, c'est que pour engager le dialogue avec les agriculteurs, il faut partir sur les faits. Et sur les faits, moi, je me souviens d'une réunion dans mon coin où c'est le dirigeant de la coopérative qui est venu me voir pour me dire et au fait, quelles sont les maladies qui sont en lien chez les pros avec l'exposition aux pesticides? Il ne se souvenait plus, il avait besoin de dire un truc à la presse. Je veux dire, il y a quelques années de ça, je n'aurais jamais pensé qu'il serait venu me demander à moi la liste des maladies. Donc, quand on reste sur les faits, on peut engager un dialogue. Là, il y a que ce soit les faits de santé humaine ou les faits sur la biodiversité. Hein. Je pense que Chizé, ils ont surtout bossé sur la biodiversité, et nous, l'expérience avec les pomiculteurs, c'était surtout sur la santé humaine. Mais dans les deux cas, si on reste sur les faits, on peut engager le dialogue et il n'y a pas de problème. Mais dans les deux cas, ça a buté sur la même chose, c'est-à-dire, au bout du bout, l'absence de volonté de l'État de faire évoluer la situation. C'est-à-dire, OK, il y a des producteurs qui sont d'accord pour s'engager, eh bien, pour pas qu'ils soient en compétition avec le reste de leurs collègues, on instaure de la loi, enfin, et ça n'a jamais été possible. Alors que les 30 à 50% de diminution des pesticides, c'était l'objectif d'Ecophyto. C'est-à-dire, il montrait qu'il réussissait à remplir l'objectif d'Ecophyto sans renverser la table. Ils avaient du bol. Et donc là, il aurait fallu utiliser ce type de réussite, d'expérience, pour l'étendre France entière à l'ensemble des... C'était peut-être une autre paire de manches. Et là, vous vous heurtez à, pas un plafond de verre, mais en tout cas des résistances très fortes de la profession agricole organisée. Et je ne sais pas si ça répond. D'autres questions? Oui, j'avais envie de vous poser une question parce que concernant on tape sur les paysans, mais en fait, les produits, ils viennent du monde entier. Quand vous allez dans un supermarché, ça vient de Nouvelle-Zélande, ça vient d'Australie, etc. Et comment peut-on faire pour arrêter ces importations de produits agricoles qui nous viennent du monde entier? Alors, il est les mêmes normes. Oui, il n'est pas sûr que 80% de notre nourriture soit importée, néanmoins. Hein. Je pense que l'essentiel des échanges agricoles sont intra-européens. Je vous rappelle, oui, comme beaucoup de choses, je crois que c'est 70 ou 80%. Mais ne prenez pas ce chiffre comme une vérité. C'est ma mémoire peut me faire défaut. Mais l'essentiel de nos échanges sont intra-européens. Or, la réglementation est européenne. C'est-à-dire que c'est la même réglementation qui régit la production en Espagne, en France, ce sont les mêmes produits qui sont utilisés, sauf dérogation, utilisation du système de dérogation, c'est-à-dire il est interdit d'utiliser ce pesticide, mais dans un certain nombre de cas, vous avez le droit de le faire. Eh bien, il y a des champions d'Europe pour ça, il y a l'Espagne, mais il y en a un autre que vous connaissez bien qui s'appelle la France. Donc, l'idée que... Non, la France, l'Espagne, le Portugal, ce sont les trois champions. On est dans le trio de tête des dérogations. Et les dérogations, elles sont également utilisées au niveau européen, puisque... alors, c'est des espèces de dérogations un peu bizarres. Là, c'est quand ils n'ont pas fini les dossiers d'homologation. Par exemple, il y a la nouvelle législation sur les perturbateurs endocriniens les oblige à faire un peu plus. Comme les dossiers sont vides, j'insiste, les dossiers sont souvent vides, il n'y a pas les données sur les perturbateurs endocriniens, eh bien tant pis. On ne recale pas le produit, on le laisse sur le marché quelques années de plus, le temps que l'industriel amène le... Voilà. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui font que des produits qui ne devraient pas être là restent là. Vous avez raison, il y a aussi des produits qui sont importés, bien sûr. Mais bon, si déjà on agit sur le règlement européen, c'est déjà pas mal. Et en plus, ce règlement européen, il peut être plus ou moins dévoyé selon les accords de libre-échange que vous avez avec le reste du monde.
Je voudrais pas rentrer dans le Mercosur, mais c'est ça l'idée, quoi. Donc, je crois qu'avec les pesticides, il y a plusieurs niveaux d'action nécessaires, et vous faites bien de poser la question. C'est-à-dire que nous, avec notre idée d'ordonnance verte, l'idée, c'est de mobiliser les soignants pour faire prendre conscience à tout le monde, et pas qu'à ceux qui ont l'accès à l'information, qu'il y a vraiment un danger avec ces trucs-là, qu'il y a un danger pour la biodiversité, que ça, c'est pas, c'est un truc palpable et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, et qu'il y a un danger pour l'espèce humaine aussi. Voilà, c'est ça et qu'il y a des moyens, qu'il y a des moyens de s'en protéger. Sauf que ces moyens, comme l'alimentation bio, ne sont pas accessibles actuellement à tout le monde. Et il faut, par toutes nos actions de santé publique, faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, je vais un peu plus loin que la réponse à votre question. Merci. Alors, Dominique Chèvre qui demande, donc merci pour vos explications sur les pesticides. En agriculture bio, les cultures ne sont pas protégées des champignons. Exemple, les pommes tavelées, pommes avec des champignons, qui seraient davantage cancérigènes que les pommes traitées. Je pense aussi à l'ergot de seigle, très mauvais pour la santé, ou à la bouillie bordelaise qui ne pourrait pas être homologuée. Bref, les deux agricultures semblent avoir des répercussions sur la santé. Que choisir alors? Alors, sur la tavelure, non, c'est une erreur. La tavelure, ce sont des taches sur les pommes, des taches qui sont effectivement liées à des petits champignons. À ma connaissance et à la connaissance de tous ceux à qui j'ai demandé, il n'y a aucun début de toxicité de la tavelure. C'est juste un problème de marketing. C'est-à-dire il y a des gens pour qui la pomme brillante à la Blanche-Neige est plus enviable qu'une pomme comme on a toujours vu dans les campagnes, c'est-à-dire plus ou moins moche et avec quelques traces dessus. En dehors de ça, il n'y a pas de différence, enfin, il n'y a pas d'effet sanitaire de la tavelure. Donc, chez nous, par exemple, moi je suis dans une région de pommes, 40% des traitements fongicides sont mis sur les pommes et peu de temps avant que vous les consommiez, essentiellement à cause de la tavelure. Donc, pour quelque chose qui ne sert à rien. Et les pomiculteurs sont d'accord. Ils savent bien que ça ne sert à rien. Ça ne leur sert pas à rien, eux. Ça leur sert à les vendre à la grande distribution. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Et donc, dans le domaine des pesticides, et ça me permet de faire le parallèle avec l'amiante, on va se retrouver également avec des petites choses là qui sont mises pour semer le doute, c'est-à-dire pour... oui, c'est ça, on va semer le doute en pensant que là aussi... mais non, la tavelure, ça serait dangereux. Non, non, la tavelure, rassurez-vous, c'est absolument pas dangereux. La bouillie bordelaise, c'est du cuivre. C'est utilisé depuis fort longtemps. Ça a une certaine toxicité sur les sols. Mais il faut savoir que les quantités autorisées en bio sont très inférieures aux quantités utilisées en conventionnel, à l'hectare, hein. Non seulement en général, mais à l'hectare. C'est-à-dire que quand on utilise cet argument, moi je veux bien, hein, s'il y a une toxicité sur les sols, aller pourrir de cuivre, j'entends bien. Mais elle sera 3 fois moins forte avec le bio qu'avec le conventionnel, puisqu'il y en a à peu près 3 fois moins dans le bio, si ma mémoire est bonne là aussi. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Donc, ces questions-là sont des questions qui émergent régulièrement. Il y a eu, alors je ne suis pas un spécialiste, donc il faudrait... En tout cas, il y a eu dans l'expertise INRA dont je vous ai parlé, je n'ai pas détaillé ça, mais il y a des données sur l'impact sur les sols. Et là, on voit bien les différences entre les types de cultures. Voilà. Donc, oui, il y a je me souviens d'un schéma dans l'expertise dans lequel il y avait une étude sur la présence de vers de terre. On voyait très bien qu'en agriculture bio, par exemple, il y avait une richesse beaucoup plus importante. Ce n'est pas la seule façon d'augmenter la présence des vers de terre dans les sols, mais en tout cas, c'en était une qui était nettement performante. Mais là, je ne suis pas compétent pour vous en dire plus. J'ai une seconde question, j'enchaîne et puis après je repasse le micro dans la salle. Alors, par quel canal sont formés les médecins et les sages-femmes aux ordonnances vertes? Pardon si la question a déjà été traitée. Voilà. Donc, question de Molière, Philippe. Pendant les études, aucun canal. Il n'y a pas de formation, ni de montant qui est ancien, certes, mais ni maintenant.
Et donc, ça va être par des filières de formation continue. Là, il y a un certain impact, ou par le désir de professionnels de santé de terrain. C'est ce que fait beaucoup l'association. Et c'est par ces formations que justement sont souvent initiées les ordonnances vertes. Mais ça reste marginal en France. C'est pas satisfaisant comme système. Des questions dans la salle? Je laisse encore 3-4 minutes pour des questions. Non? En levant la main. Moi, j'en ai une. Ah. Il y avait quelqu'un qui avait demandé? Pas dans la salle. Il y en a encore dans le chat, mais vas-y. Non, ma question, moi, c'est la dernière du diaporama. C'est quelle pourrait être la place des mutuelles dans cette galère, si cela vous intéresse. Voilà. Alors, évidemment, moi, j'ai des idées à proposer, hein, mais... Quelqu'un qui veut répondre? Écoutez, là. Je peux faire une suggestion. Vas-y. Question-réponse. Dans notre coin en Limousin, on avait commencé il y a quelques années à travailler avec la mutualité, justement. Et la mutualité assurait des ateliers. Je vous ai dit que dans les ordonnances vertes, il y a l'atelier d'information et puis il y a le panier. Et l'atelier d'information, c'est très important. Et la mutualité, donc c'est il y a plusieurs années, avait déjà formé au moins 2 personnes en Corrèze, je crois, Corrèze Haute-Vienne, enfin bon, 2 ou 3, je ne sais plus, plusieurs personnes capables d'assurer ces ateliers-là, et l'a fait de façon là extra-hospitalière, c'est-à-dire dans différentes localités. Donc, moi, il me semble qu'il y aurait quelque chose à inventer entre les sages-femmes des groupements hospitaliers qui, elles, ont un temps d'avance et sont souvent mobilisées là-dessus, mais qui ne peuvent pas aller animer un atelier, par exemple, à 60 km d'un CHU. Parce que si, par exemple, je vais vous donner des exemples charentais, se mettent en place des ordonnances. Alors là-bas, ils ont des infirmières de santé publique, c'est différent, donc ils ont une réponse, mais si on oublie les infirmières de santé publique pendant 2 minutes, les municipalités qui se sont lancées sont à 40-50 km du centre hospitalier d'Angoulême, donc assez loin. Et donc, il n'est pas envisageable de demander aux jeunes femmes de se déplacer. Donc, là, il est important de trouver et ce n'est pas les professionnels de santé qui sont un peu débordés par les événements qui vont pouvoir assurer ça. Vous avez compris le sens de mon point de vue, c'est que si les mutuelles ont formé du personnel ou souhaitent le faire, et que ça puisse rejoindre ce mouvement, ça serait quand même vachement intéressant. Ah, Olivier qui veut parler. Parce que sinon, après, j'allais donner la parole à quelqu'un pour répondre à cette question, justement, de quelle mutuelle? Non, mais vas-y. Oui, désolé. Donc, je suis Olivier Pouillot, je suis mutuelle RATP. Alors, c'est un peu le secteur, c'est un peu pareil, mais je me dis que l'idée est belle et il faudrait que ce soit les unions régionales de la mutualité française qui s'emparent du sujet parce qu'ils ont des secteurs prévention et je pense que ce serait intéressant de leur proposer au niveau national. Donc, c'est plutôt au niveau de la Fédération nationale de la mutualité française qu'il faudrait que ça se passe plutôt que sur des petites structures comme les nôtres qui n'ont pas le pouvoir d'aller dans les départements, dans les régions. Moi, c'est mon cas. Mais je pense que les unions régionales... On l'a proposé à la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, très bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il veut faire au plan national. Ouais. C'est une belle idée, hein, je pense. On l'a proposé, c'est venu naturellement puisqu'on avait déjà travaillé ensemble. Donc, voilà. Merci.
Je propose de laisser la parole à Frédéric Lamarre, donc, qui est membre du bureau national de la MGEN. Et donc, ça fait du lien avec la question du rôle des mutuelles. Et je laisse la parole à Frédéric. Oui, merci de me donner la parole. Alors, j'ai un écho. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ah, j'ai plus d'écho. Est-ce que c'est bon de votre côté? Vous m'entendez bien? Ok. Donc peut-être quelques éléments déjà pour vous remercier pour l'intervention et cette prise de conscience qui est hautement nécessaire pour nous, et quelques éléments sur le rôle des mutuelles. Alors pas d'exhaustivité, mais simplement des exemples, et peut-être réagir quand même sur la question qui avait été posée sur le fil sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Partager que c'est un sujet que l'on regarde de près. On regarde de près notamment une proposition de loi transpartisane qui avait été déposée. Alors, il y a 2 gouvernements de cela, donc on espère pouvoir la voir revenir sur l'actualité politique. Et c'est aussi un sujet qu'on a été regardé dans le territoire, puisqu'on s'est déplacé sur la région de Montpellier, voir comment fonctionnait cette caisse, qui est vraiment intéressante, qui nous rappelle beaucoup de ce que nous sommes en termes de fonctionnement et démocratique et d'impact pour les citoyens. Donc, on est vraiment attentif à ce sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Et on s'est proposé comme territoire d'expérimentation pour tester des choses sur nos différents sites auprès de nos différentes populations. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Donc ça, c'était des premiers éléments. Ensuite, peut-être partager avec vous que le sujet de la préservation de la biodiversité, c'est un de nos engagements forts au sein de MGEN, même si évidemment c'est un engagement que nous devons encore renforcer. On s'inscrit dans ce sujet sur une dynamique que l'on souhaite vertueuse, mais avec beaucoup d'humilité. On sait qu'on a beaucoup de progrès à faire sur ces sujets. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'allier avec d'autres. Et c'est aussi l'intérêt qu'on porte au sujet de l'association des mutuelles pour la santé planétaire, de regarder ce qu'on peut faire à plusieurs pour être plus impactant sur ces sujets. Et je rejoins ce qui était dit, ce que vous disiez, professeur, lors de votre intervention. On a l'intention d'être toujours en proximité des territoires sur tous les impacts qu'on veut avoir sur ces sujets-là. Et si on regarde finalement les secteurs dans lesquels MGEN peut avoir un impact fort sur la biodiversité, ben on va trouver en premier lieu le sujet des investissements. C'est vraiment le domaine le plus impactant, et je laisserai mon collègue dans la salle juste préciser les engagements très forts de MGEN sur le sujet. Et puis juste vous dire 2 mots des autres secteurs qui sont celui du fonctionnement et de nos partenariats. Alors évidemment, c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins impactant que ne le sont les investissements. Pour autant, dans le fonctionnement, on a des exemples que l'on peut qualifier en tout cas de vertueux en faveur de la biodiversité. Ce sont des exemples d'installation de ruches sur certains de nos sites qui peuvent avoir cet impact positif. Le déploiement d'éco-pâturage avec des agriculteurs en proximité qui permettent aussi de contribuer à la vie agricole locale. Donc là aussi, dans certains de nos sites. Et puis, un projet un peu plus innovant qui est celui du Polinarium Sentinelle, qui est installé sur le site de notre établissement de Sainte-Fer en Creuse, qui permet d'avoir ce regard d'alerte sur le sujet. Donc ça, ce sont des exemples concrets, mais vous l'avez aussi cité, notre département de prévention a un rôle très important à jouer sur le sujet de la santé environnementale à travers toutes les actions qui sont déployées, alors que ce soit évidemment sur les perturbateurs endocriniens, mais sur des sujets aussi d'alimentation durable. Et puis, l'autre secteur que je citais, c'est celui de nos partenariats. Alors là, on a une attention vraiment particulière à avoir un impact dans les territoires et pas seulement au niveau national. Donc, on a plusieurs partenaires. Alors, je peux citer celui d'Agir Ensemble, qui nous permet de développer des actions locales en faveur de campus durables.
On a un partenariat aussi qui promeut des labels d'établissements. Donc, c'est le partenariat qui s'appelle Éco-École. Bref, plusieurs partenariats avec un impact fort dans les territoires. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Mais voilà, cette volonté de traduire cette recherche d'impact positif dans les territoires. Et je laisse du coup François Chabrissou compléter sur le sujet des investissements, puisque je pense qu'il est présent dans la salle. Il est présent dans la salle. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis François Chabrissou, je suis membre du Bureau national en charge des questions économiques. Et quand on s'est posé les questions de réviser notre politique d'investissement socialement responsable, c'est relativement récent. Les conseils d'administration sont prononcés le 12 décembre dernier. On s'est posé la question, effectivement, de voir finalement comment ces investissements traduisaient au mieux la raison d'être de MGN. La raison d'être MGN, c'est engager pour le progrès social et la santé de tous. Nous, collectifs mutualistes, prenons soin les uns des autres tout au long de la vie. Et vous avez démontré que sur ces sujets-là, il y a énormément de synergie dans de nombreux sujets. On a quand même choisi, nous, de définir des axes dans ces investissements. Pourquoi des axes? Parce que ça nous permet quelque part de mieux les piloter. Les axes que l'on a déterminés, ce sont les axes évidemment climat. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en termes d'investissement, l'axe santé, l'axe biodiversité et l'axe développement du territoire. Alors, j'insisterai un tout petit peu plus sur l'axe biodiversité tout à l'heure, mais simplement pour dire qu'on révise ces politiques relativement régulièrement, qu'on les inscrit dans le cadre de notre groupe, le groupe Vive, et on révise ces politiques relativement régulièrement parce que on a une ambition, quelque part, une ambition forte sur ces sujets-là. Une ambition qui s'accroît parce que notre révision antérieure, finalement, on s'était posé quelques objectifs que nous avons dépassés un petit peu en amont en termes d'investissement sur certains critères, et notamment sur les obligations vertes. On a dépassé ces critères-là. On s'est doté d'une stratégie climat relativement ambitieuse, alignée aux accords de Paris. Et puis, bien sûr, on a une réglementation européenne qui bouge beaucoup sur ces sujets-là et qu'on doit prendre en compte dans le pilotage de nos investissements. Alors, il y a deux façons. On a choisi sur cet axe biodiversité deux façons de prendre en compte le sujet. C'est souvent un peu les mêmes critères, mais on est parti sur une première façon d'investir qui est plutôt de ne pas investir et donc des critères d'exclusion. Ce n'est pas toujours les meilleurs critères, mais clairement, on a décidé, alors quand je dis ces travaux sont toujours menés avec l'ensemble des parties prenantes les plus proches des sujets d'investissement. Évidemment, la direction de la RSE en fait partie, la direction des investissements et puis un certain nombre d'administrateurs. D'exclure un certain secteur et notamment tous les secteurs producteurs de biocides et en premier lieu ceux qui sont producteurs de néonicotinoïdes. J'ai révisé juste avant de venir pour le dire en une seule fois. Évidemment, on exclut nos investissements. Alors, on pourrait faire d'autres choix, mais on exclut les investissements directement dans ces structures-là. Et puis, on a une deuxième approche qui est plutôt une approche positive, pas seulement restrictive, qui est de dire aujourd'hui on souhaite développer des investissements directement dans des fonds qui participent à la préservation ou à la régénération de la biodiversité. Donc on se fait que c'est un objectif de volume d'investissement dans ces secteurs-là. Aujourd'hui on apprend un petit peu en marchant, c'est pas toujours si simple pour une direction des investissements de repérer les fonds sur lesquels on peut travailler dans cette direction, mais c'est l'objectif qu'on se fixe, de développer un certain volume d'investissement dans des secteurs qui participent à la protection et à la régénération de la biodiversité. Voilà un peu comment on a traduit cet engagement-là dans notre politique. Encore une fois, c'est quasiment une primeur parce qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus, mais c'est les engagements pris par le conseil d'administration sur les investissements MGN. Merci. Et je vais partager d'autres réponses qui ont été apportées finalement à cette question que peuvent faire les mutuelles, qui ont été partagées dans le chat. Comme ça, on pourra clôturer, je pense, ce temps d'échange questions-réponses. Alors, que je retrouve. Alors, toucher les gens via des publicités télévisées pour les dessiller, donc ouvrir les yeux, je viens d'apprendre ce mot.
proposer des ateliers pratiques et théoriques localement, former nos élus pour aborder ce thème avec les personnes qui les entourent. La mutualité porte des ateliers. Chez moi, je dis stop aux polluants et femmes enceintes et environnement santé. Ces ateliers sont portés dans chaque département. Voilà, quelques... Oui, la main levée, je lui ai posé la question, elle ne m'a pas répondu. Je ne sais pas. Elle a oublié, peut-être. Tout à fait. Je pense qu'on peut clôturer ici. Ok. Oula. D'un coup, Non, ça va aller. Ça va aller. Alors, merci à vous déjà d'être venus ce soir. Et bien, on avait essayé d'anticiper les soucis techniques. Et bien, comme toujours, les soucis techniques arrivent toujours au moment où on ne les attend pas et à la dernière minute. Donc, tout allait bien. Et puis, juste au début, bien voilà, ça ne marchait plus. Donc, on a eu un petit décalage, mais finalement, on s'en sort bien sans finir trop tard et je pense en ayant abordé tout ce qui devait être abordé ce soir. Un grand merci à Pierre-Michel Perrineau d'être venu ce soir et du coup, de nouveau en Blablacar, disons-le. Merci à vous de vous être déplacés, à vous qui êtes aussi chez vous et nous regardez de loin, d'avoir été nombreux ce soir, une cinquantaine. Effectivement, là, en présence, on est une petite vingtaine, mais une 50 qui nous suivaient quand même ce soir à distance. Pour vous dire la suite, parce que là, vous êtes à la deuxième rencontre inspirante et il y en a plein d'autres à venir pour s'inspirer, se rencontrer. Alors, normalement, vous avez déjà eu la distribution du programme. Je ne les ai pas encore en tête. Et j'avais mon petit... Voilà, super, merci. La prochaine, le lundi 3 février, donc à la Fédération des Mutuelles de France. Et donc, sur cette affiche, vous avez un QR code. Vous pouvez directement le flasher et vous inscrire dès maintenant. Pour les prochaines, vous n'avez pas encore la possibilité de vous inscrire, mais ça viendra au fur et à mesure, sachant qu'à l'issue de l'intervention dans la semaine, vous recevrez un mail de ma part avec le replay, le diaporama et vous serez aussi inscrit à la newsletter. Vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez, mais en tout cas, on vous inscrit d'office, comme ça, vous aurez les informations sur les prochaines rencontres. Sachez aussi que l'Association des mutuelles pour la santé planétaire organise des formations, notamment une formation qui va se dérouler à Avignon début février, où là aussi, on vient aborder des questions autour de l'alimentaire, et aussi des questions des cancers professionnels, le point aveugle de la santé environnementale. Et bien sûr, vous pouvez vous y inscrire. Vous avez aussi le QR code à flasher si vous le souhaitez. Il reste des places. Donc, n'hésitez pas à venir. Je m'arrête là. Mais par contre, on ne s'arrête pas là. Si vous souhaitez poursuivre quand même les échanges, parce que c'est aussi le but de ces rencontres, c'est de se rencontrer. Là, on était un peu tous éloignés les uns des autres. Donc, on vous propose de venir boire un verre au restaurant Le Choubidou, qui n'est pas très loin, à 7 minutes à pied. Et même si vous le souhaitez, eh bien, rester pour partager un repas ensemble, on en serait ravis. Donc, eh bien, allons-y. Merci à vous et bonne soirée.